L'un des sujets les plus importants pour nous à Coup d'État, et à The Family en général, et dans tout ce qu'on fait, c'est qu'on se rend bien compte que l'inégalité entre les fondateurs, elle n'est pas de talent, elle n'est pas de compétences ou de savoir-faire, parce que ça, en général, quand on a des lacunes, ça s'acquiert. Elle est réellement d'état d'esprit et elle est réellement psychologique. Et en fait, cette barrière psychologique, vous avez deux façons de la voir. Je donne des cours en parallèle à Sciences Po. Et donc, c'était mon premier cours cette semaine. Et pour la première fois de ma vie, je me suis énervé sur un étudiant. J'ai besoin de partager avec vous cette histoire parce que c'est un peu ma thérapie collective. Ça m'est jamais arrivé de m'énerver sur quelqu'un pendant un cours. Mais j'ai un fusible qui a sauté à tel point que je suis quand même rentré chez moi et que j'ai dit que j'allais arrêter de donner des cours. C'est pour dire mon état de nervosité. Mais vous allez voir, c'est un détail, c'est débile, mais en fait c'est très important pour moi parce qu'on m'a posé une question que j'adore, qui est une question très intéressante, qui est est-ce que l'entrepreneuriat s'apprend? Ouais, les mecs vont se dire putain, on vient de payer de l'argent sur. J'espère qu'il va répondre oui. Et ben en fait, j'en sais rien. Et je vais commencer par vous l'avouer, j'en sais rien si l'entrepreneuriat s'apprend. On ne fait pas coup d'État parce qu'on est persuadé que l'entrepreneuriat s'apprend. On fait coup d'État parce qu'on est persuadé qu'au moins on peut éviter aux gens de faire des erreurs systématiques. Et quand on pose la question est-ce que l'entrepreneuriat s'apprend, en fait, c'est pas vraiment cette question qu'on pose. La question qu'on pose, c'est comment garantir à quelqu'un l'apprentissage du succès. Parce que c'est ça la question cachée dans est-ce que l'entrepreneuriat s'apprend. Parce que évidemment, est-ce que créer une boîte s'apprend? Oui. Est-ce qu'on peut vous donner des réflexes et des savoirs techniques? Oui. Mais est-ce que même si vous appliquez, imaginez une sorte de psychopathe, psychorigide qui applique tout ce qu'il a appris dans Coup d'État à la lettre, étape après étape, et il échoue, est-ce qu'on a une responsabilité? Est-ce que notre contrat est une obligation de moyens ou une obligation de résultat? C'est bien évidemment une obligation de moyens. Et parce que personne ne peut garantir ce type de résultat. Personne ne peut dire à quelqu'un, je vais t'expliquer comment réussir. Les gens peuvent à minima, comme nous, expliquer, voilà ce que je peux faire pour éviter que tu échoues bêtement. Et tout est dans le bêtement. Parce qu'effectivement, il y a des choses qui mènent à un échec quasi systématique. Il y a des choses où le mur est évident parce que vous avez un peu d'expérience. Et alors, je vais vous expliquer mon petit énervement. Il y a une histoire que j'adore raconter sur l'état d'esprit et qui, pour moi, résume. J'arrive à classer les entrepreneurs en deux catégories à chaque fois que je pense à cette histoire. C'est une histoire qu'on m'a racontée sur Mozart et un jeune compositeur. Un jeune compositeur est venu voir Mozart et lui a dit Mozart, parce qu'il était allemand, euh, Mozart, dites-moi comment on fait pour écrire une symphonie? Est-ce que vous avez des conseils à me donner? Et Mozart est très mal à l'aise. Il dit, vous savez, mon cher monsieur, la symphonie est un objet musical très complexe. Vous feriez mieux de commencer par une ballade ou une fugue ou un truc assez simple et petit à petit, vous complexifierez et puis un jour, vous aurez une symphonie. On dirait moi qui parle aux startups, quoi. Commence par un MVP et petit à petit, un jour, tu seras Bill Gates. Et le type, vexé, dit à Mozart, mais je ne comprends pas. Vous avez écrit votre première symphonie, vous aviez 6 ans. Et Mozart répond, oui, mais moi, j'ai demandé à personne comment faire. Et pour moi, en fait, cette histoire pointe exactement les deux types d'entrepreneurs, vraiment la matrice fondamentale qu'on voit chez les gens. Il y a les gens qui sont touchés par la grâce, il y a les gens qui sont touchés par le labeur. Donc les gens qui sont touchés par la grâce sont des gens qui, effectivement, semblent, dès le début de leur entreprise, déployer un naturel extraordinaire, semblent prendre les bonnes décisions les unes après les autres, semblent avoir un instinct extraordinaire concernant où leur entreprise va. Et puis on a les laborieux. Les laborieux, ils font tout à l'envers. S'il y a une connerie qu'ils peuvent faire, ils la font. Et puis ils souffrent, mais ils survivent, ils tiennent et ils passent à l'étape d'après. Et puis petit à petit, comme ça, linéairement. Et d'ailleurs, si vous regardez à peu près tous les domaines de l'esprit, ou même d'ailleurs le sport, dans le sport, c'est la même chose. Vous avez les gens touchés par la grâce, Usain Bolt. Vous avez les gens qui sont touchés par le travail. Je sais pas, je connais pas beaucoup de sportifs à part Usain Bolt. Euh, dans l'écriture, c'est la même chose. Vous avez les gens touchés par la grâce, vous avez les gens touchés par le labeur. D'ailleurs, l'écriture est un sujet très intéressant. L'époque où on a formé le plus d'écrivains de façon formelle est l'époque qui a fourni le plus de chefs-d'œuvre. Le 19e siècle est le seul moment de l'histoire où une société entière s'est mise en tête de former des écrivains. Au 19e, être écrivain, c'était un métier. C'était une carrière tout à fait acceptable pour un enfant de bonne famille.
On pouvait dire à son papa, je vais devenir écrivain, et son papa disait, oui, tu iras à Henri IV. Et c'était tout à fait normal, et on prenait des cours, on avait des précepteurs, et c'est une époque où des milliers de gens ont été formés à l'écriture. Ça a donné quelques dizaines de chefs-d'œuvre. Aujourd'hui, si vous voulez être écrivain, il faut être soit chanceux, soit talentueux, soit travailler dur seul, mais il n'y a aucune école pour apprendre à être écrivain. Vous ne pouvez pas aller sur apprendre à écrire.com. D'ailleurs, c'était un étudiant de coup d'État qui voulait faire ça. Je ne sais pas où il en est, mais ce sera intéressant de regarder. Mais je lui souhaite bon courage, parce que ce n'est pas facile de former formellement quelqu'un à l'écriture vieux. C'est plus simple, jeune. Et donc, la question qui se pose dans l'entrepreneuriat, c'est la même. Est-ce que on peut apprendre à quelqu'un les différentes étapes? Est-ce qu'on peut le prévenir? Et est-ce qu'on peut lui transmettre ça? Et alors, pourquoi mon énervement? Juste pour l'anecdote, pour que vous partagiez ça avec moi. Le type me répond, oui, mais Mozart, c'est pas vrai que c'est la grâce, il a beaucoup travaillé. Et alors là, on est parti dans une discussion de 40 minutes sur est-ce que tout gamin de 2 ans qui reçoit des cours de musique devient Mozart ou pas? Et sur le rapport entre causalité et corrélation, je vous évite tout ça. Et ça a fini par moi pétant un fusible, lui disant qu'il ferait mieux de reprendre son éducation à zéro et qu'en étant en 5e année de Sciences Po, il serait sans doute un jour dirigeant, qu'il allait massacrer beaucoup de gens dans son travail et que c'était une honte et qu'il ferait mieux de reprendre ses études à zéro. Voilà. Ça, c'est fait. On passe à la suite. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Je vous parle de tout ça parce que c'est le sujet du jour. Je vous parle de tout ça parce qu'en fait, au fondement de tout, dans l'entrepreneuriat, il y a un état d'esprit et il y a un certain nombre de choses dans l'état d'esprit qui ont un impact pendant très longtemps. Si vous voulez savoir ce qu'est une boîte, c'est un organisme vivant. Et c'est un organisme vivant qui commence par de l'ADN. Et cet ADN, il provient d'où? Il provient des fondateurs. Créer une boîte, c'est comme créer un enfant. Il y a des choses qui sont innées, il y a des choses qui sont acquises. Quand 2 personnes font un enfant, tout le monde sait comment on fait les bébés ici. C'est bon. Quand 2 personnes font un enfant, chacune des personnes donne la moitié de son ADN et les 2 ADN se combinent et créent quelqu'un. Cet acte-là, cet acte de vie, c'est exactement la même chose que ce qui se passe quand vous allez créer une boîte. Quand vous allez créer une boîte, chacun des fondateurs va amener son ADN. En plus, ce qui est assez marrant, c'est qu'on peut le faire à 3, 4, 5, 6. Il y a des moments, ça devient très compliqué, très très compliqué. Mais disons que jusqu'à 3, 4 personnes, les ADN se mélangent. Mais c'est pour ça que le premier acte d'état d'esprit, c'est l'acte de fondation. Et l'acte de fondation, il a un petit problème, c'est que si les ADN, autant dans la nature on cherche la diversité, autant dans la vie des entreprises, on cherche l'alignement. S'il y a un fondateur qui va par là et un fondateur qui va par là, vous ne risquez pas d'avancer. Parce qu'à un moment donné, l'histoire de la fondation, c'est une histoire d'alignement. Et alors, pour une raison assez inconnue, et je m'excuse d'avance pour la plupart des gens qui ont un fondateur, la première surprise qu'on a à The Family, c'est pourquoi les gens prennent leur cofondateur au hasard. Et ça, c'est le premier problème d'état d'esprit. J'allais dire franco-français, mais il n'est pas franco-français. Aux États-Unis aussi, ça arrive très souvent. C'est, disons, l'erreur la plus commune que tous les entrepreneurs du monde font. Elle vient d'où? Elle vient du fait que quand vous démarrez, vous êtes seul et vous rencontrez par hasard quelqu'un qui aussi est seul et a envie de démarrer et vous vous dites « Ah, tu veux faire une boîte? Moi aussi, je veux faire une boîte. Faisons une boîte ensemble. » Et ça réunit à peu près 80% des histoires de cofondation, peut-être 90%, et elle repose sur une erreur terrible. C'est que cette erreur, c'est que le cofondateur doit être moins choisi que l'employé le plus important de votre boîte. Personne ne choisirait un poste clé sans passer par un cycle d'interviews, de tests, de périodes d'essai et je ne sais pas quoi. Par contre, la cofondation, c'est top là et on y va. C'est assez bizarre. C'est un peu comme si vous disiez, bon, moi je fais passer des tests assez poussés aux gens avec qui je couche. Par contre, les gens avec qui je me marie, ça, rien à foutre. Ça vous fait rire, ça paraît très absurde. Pourtant, c'est ce que tout le monde fait. J'en vois même là qui se disent eh, merde, qu'est-ce que j'ai foutu avec mon cofondateur? Oui, je sais. Parce que, en fait, l'acte de cofondation, c'est avant tout un acte d'état d'esprit. Or, je pense que les gens, il y a plein de façons de choisir son cofondateur, il y a plein de choses, mais
Mais le point important, c'est que quand vous choisissez votre cofondateur, vous devriez avant tout choisir un état d'esprit. Par exemple, les gens choisissent leur cofondateur parce qu'il est brillant. Les gens choisissent leur cofondateur parce qu'il est compétent. Les gens se rationalisent leur cofondateur parce qu'il était disponible. Les gens se disent qu'ils vont travailler avec quelqu'un parce que cette personne, à cet instant T, est le meilleur expert du sujet. Mais le problème dans tout ça, c'est que vous oubliez la chose la plus méta et la plus fondamentale de l'existence de toutes les boîtes. C'est que les boîtes ne vivent pas par compétence, elles vivent par esprit. Au sens où les boîtes, elles n'existent pas parce qu'à un moment donné, c'est les meilleurs qui font quelque chose, mais elles existent parce qu'à un moment, des gens n'ont jamais rien lâché jusqu'à ce que ça existe. Et si vous comprenez que la qualité première de tout fondateur et de tout entrepreneur, c'est la détermination, vous comprenez que la seule chose que vous devriez regarder chez vos cofondateurs, c'est à quel point ils sont déterminés. Et la détermination, ça se teste. Et ça, c'est le deuxième trait d'état d'esprit dont je pense trop mal parlé dans Coup d'État, première version. C'est que je n'ai pas arrêté de supposer que quelque chose était évident alors que ça ne l'est pas. Et en fait, cette évidence qui manque, c'est qu'on ne peut pas choisir un cofondateur et on ne peut rien faire dans l'histoire de son entreprise si à un moment donné, on n'accepte pas l'idée que tout ce qu'on fera est important et qu'il n'y a rien qui est un détail. Les meilleurs fondateurs sont des gens qui sont quasi obsessifs. C'est un trait extrêmement courant chez les fondateurs. Et vous devez vous regarder dans une glace et vous demander, vous poser cette question, de quel côté je suis? Est-ce que je suis du côté des gens qui laissent tout passer et pour qui pas grand-chose n'a d'importance et les choses coulent? Ou est-ce que je suis du côté des gens qui veulent toujours obtenir le meilleur dans quoi qu'ils fassent? Et à un moment donné, la seule façon de faire une boîte de qualité, c'est que sur cet acte fondamental, vous partiez dans le bon sens. Et je me demande à quel point les gens se racontent des histoires là-dessus. Alors, première chose, c'est concernant les caractéristiques psychologiques. La première chose que vous devriez tester chez vos cofondateurs, c'est la résistance au stress. Et ça, c'est très important. À quel point ils sont capables de prendre le stress dans la tronche et de survivre au stress. Et je pense, moi je rêve de ça, j'en parle tout le temps, mais personne ne le fait. Mais pourtant, je pense que ça révélerait beaucoup. Je rêverais d'un Pékin Express version start-up. Vous prenez deux mecs, vous leur donnez 100 balles et vous leur dites si tu arrives à Pékin et que tu peux m'appeler en autostop, alors je te prends comme dans The Family où tu as le droit de créer ta boîte. Ça a l'air con, mais ça représente quelque chose d'important qui est que il n'y a rien de mieux que la vraie vie et il n'y a rien de mieux pour tester un cofondateur. C'est pour ça que les meilleurs cofondateurs ne sont pas trouvés, on vit avec. C'est pour ça que les meilleurs cofondateurs, on a soit travaillé avec, soit on a fait quelque chose avec eux et la cofondation est devenue un accident. Ce n'est pas un hasard, c'est un accident. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on connaît quelqu'un tellement et tellement intimement qu'on décide de se lancer avec lui. Et d'ailleurs, ça c'est une question que j'ai très souvent. Les gens me disent, mais je ne sais pas où trouver un cofondateur. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans des soirées de speed dating cofondateurs. Et alors, les mecs qui vont dans des soirées speed dating cofondateurs, c'est comme les gens qui cherchent leur mari dans une soirée speed dating. Ça fait que des déçus. Hein. Et pourquoi ça fait que des déçus? Parce qu'on ne peut pas trouver quelque chose d'aussi important dans un format aussi simple. La seule façon de trouver un cofondateur, c'est de vivre. Et je pense que les gens se disent, comme question fondamentale, je veux créer une boîte, alors qu'ils devraient se dire comme question fondamentale, je veux trouver un cofondateur. Par exemple, je n'ai pas fondé The Family parce que j'avais envie de fonder The Family. J'ai fondé The Family parce que j'ai trouvé Alice Zaguri. Et ça, c'est extrêmement important. Et Nicolas Collin, c'était un ami depuis 5 ans qu'on a créé The Family. Et ça, c'est ce qui crée le lien entre une équipe et un projet. D'ailleurs, le projet s'est construit beaucoup plus tard que l'équipe. Dans notre cas, nous, on était amis. Avec Alice, on avait travaillé ensemble.
On avait travaillé dans un environnement très intense puisqu'on vivait quasiment ensemble. Pendant 6 mois, quand vous êtes de 8 h à 2 h du matin tous les jours avec quelqu'un, bah, vous vivez avec, vous partez en vacances avec, vous rencontrez sa famille, et vous avez vu, tout ce que je raconte a l'air d'être une histoire de couple. Et bien c'est exactement ça. Votre cofondateur, c'est votre partenaire de vie, et il est beaucoup plus important que la personne avec qui vous vivez. Je sais qu'à chaque fois que je dis ça, les gens pensent que j'exagère, mais c'est vrai. Vous ne passerez jamais autant de temps avec la personne que vous vivez qu'avec la personne avec qui vous allez créer une boîte. Et donc, par définition, vous allez avoir besoin de choisir cette personne avec beaucoup plus de force et beaucoup plus de détails que la personne avec qui vous décidez de vivre. L'autre point qui est important à comprendre, c'est qu'un beau cofondateur, c'est quelqu'un que vous admirez. Encore une fois, si vous regardez la checklist traditionnelle des gens de pourquoi c'est mon cofondateur, ils vont vous dire des choses du genre… Moi, j'ai entendu des choses tellement absurdes. Ah ouais, mon cofondateur, il est trop fort. Il vient de Polytechnique. Ce n'est pas pour toi, Balthazar. Mon cofondateur, il est trop fort. Il a travaillé chez L'Oréal. Mon cofondateur… Mais on s'en fout. La question, c'est est-ce que vous l'admirez ou pas? Et l'admiration, on ne se ment pas. Quand on admire quelqu'un, c'est un trait psychologique, c'est un trait irrationnel. Et si je pouvais vous encourager juste à une chose, c'est admettre la part d'irrationnel qu'il y a dans la création d'une boîte. Tous les articles que vous lisez en ligne, tout ce qu'on essaie de vous transmettre, tout ce qu'on vous enseigne dans la création de boîte, cherche à rationaliser quelque chose qui est très, très difficile à rationaliser. Pourquoi? Parce que la part d'irrationnel dans la création d'entreprise est extrêmement importante. La part d'irrationnel, c'est ce qui fait qu'il y aura une différence entre un projet A et un projet B. Et d'ailleurs, cette part d'irrationnel, elle est où? Elle se situe dans la psychologie des gens par rapport à leurs tâches. Prenons une image toute bête. Imaginons qu'ici, je décide de faire un grand concours pour choisir celui qui cuisinera chez moi ce soir. Qu'est-ce que je peux faire? Premier cas, je vais aller et je vais dire à tous les gens qui sont dans cette salle de me raconter où ils ont travaillé, dans quel restaurant ils ont travaillé, pour qui ils ont cuisiné, et je vais essayer de choisir le meilleur en fonction de la social proof. Et s'il y en a un qui me dit qu'il a été l'adjoint du CAS, je me dirai tout de suite, oh là là, il a été l'adjoint du CAS, j'ai envie de travailler avec lui. Ducasse, c'était un de mes chefs préférés. Si quelqu'un me dit j'ai travaillé avec Alain Passard, je me dirai oh, encore mieux. Et je vais peut-être choisir comme ça. Et alors, je suis sûr de tomber avec quelqu'un d'une qualité, certes, mais peut-être pas la meilleure. Maintenant, la deuxième méthode, c'est la méthode un peu plus rationnelle, qui est de dire je vais tous vous donner des ingrédients et un temps de cuisine, et je vais vous donner ces ingrédients et je vais vous dire vous allez me préparer le même plat. Je vais goûter et je vais choisir le meilleur. Pas mal comme technique. Ça vous semble tout à fait raisonnable? Eh bien, figurez-vous qu'il y a une expérience que j'adore sur les biais du choix qui montre qu'à chaque fois qu'on demande à quelqu'un de choisir quelque chose en évaluant plusieurs personnes, il finit toujours par choisir dans les 25% dernières personnes qu'il a évaluées, quel que soit l'ordre dans lequel les choses lui sont présentées. Vous avez compris ce que je veux dire? Tout simplement qu'à force d'évaluer des choses, on finit par fatiguer et qu'au début, on est hyper exigeant et que la barre d'exigence descend aussi vite que la barre de fatigue monte. Et ce qui fait qu'à la fin, les gens choisissent toujours dans les 25% de choses qu'ils ont vues en dernier. Si vous voyez 50 candidats en job interview, vous aurez toujours un biais d'embaucher dans les 10 dernières personnes que vous avez vues. Parce que dans les 10 dernières personnes que vous aurez vues, vous serez beaucoup plus fatigué qu'avec les 10 premières. Et quel que soit l'ordre dans lequel on vous présente les gens, c'est-à-dire que si les 10 derniers avaient été les 10 premiers, les 10 premiers, les 10 derniers, comme par hasard, vous choisissez dans le groupe. Et ça, c'est une expérience qui a été répliquée et répliquée et répliquée en psychologie sociale. Croire qu'il est possible de faire un choix rationnel alors que tout dans notre être l'est irrationnel, ça ne fonctionne pas. La seule bonne façon de choisir un chef, c'est de voir avec lequel j'ai envie de passer le plus de temps. Et c'est aussi bête que ça. Pourquoi? Parce que même si, par exemple, Serge était un petit peu moins bon que Balthazar,
et que je préfère passer du temps avec Serge, et ben à long terme, la courbe d'apprentissage de Serge sera toujours meilleure que la courbe d'apprentissage de celui avec qui j'ai pas envie de passer du temps. Et c'est cet élément d'état d'esprit que les gens n'intègrent pas. C'est cet élément d'état d'esprit qui fait que les gens se concentrent sur les mauvaises choses et rationalisent l'ensemble de leurs choix, alors que c'est le seul moment de la vie d'une entreprise où ils devraient faire confiance à leur instinct. Et d'ailleurs, pour parler de cette histoire d'instinct, les gens passent leur temps à se demander si leur instinct a de la valeur et s'ils devraient le suivre. Et nous, on a constaté quelque chose, c'est que les gens ne suivent jamais leur instinct sur les gens et ils suivaient toujours dans le business. Et dans les deux cas, c'est une catastrophe. En général, les entrepreneurs qui suivent leur instinct dans le business, ils sont sûrs de se planter parce que c'est tellement contre-intuitif le business que si vous n'avez pas une méthode rationnelle et formelle pour évaluer ce que vous faites, vous avez beaucoup de mal. Alors que évaluer les gens, tout dans votre vie vous a préparé à ça. Depuis votre enfance, dans la cour de récré, vous repérez de loin les mecs avec qui vous avez envie d'être ou pas. Dans la cour de récré, de loin, vous repérez les gens qui sont cool ou pas. Et si vous regardez, et on se faisait cette remarque récemment, ici à The Family, c'est que si on regarde notre top 10 d'entreprises, ils ont une caractéristique incroyable, c'est qu'ils sont extrêmement homogènes dans leur équipe. Et quand je dis homogène dans le style. Par exemple, on a une équipe qui s'appelle Star of Service. Si vous voulez planter votre boîte, vous faites tout ce que Star of Service fait. Mais vraiment. C'est-à-dire qu'à chaque fois, moi, on leur a même dit qu'il fallait qu'ils arrêtent leur boîte, qu'ils écrivent un bouquin, ils vont faire un best-seller, et ça ira beaucoup plus vite pour devenir riche que faire leur boîte. Vous prenez coup d'état du début à la fin, vous faites l'inverse, ça donne Star of Service. Mais vraiment, à toutes les étapes. Par exemple, ces types n'ont pas d'équipe, ils sont deux en calbut, véritablement. Ils sont deux en calbut chez eux avec des écrans partout et ils gèrent 90 personnes à travers le monde. Normal. Tout le monde est en télétravail, ils n'ont jamais rencontré personne. Ils interviewent les gens uniquement par Skype. Moi, je ne comprends même pas comment ils arrivent à interviewer qui que ce soit par Skype. Et c'est les plus gros bourrins que la Terre ait connus. Par exemple, vous leur demandez c'est quoi ta stratégie marketing? Bah, je ne sais pas, l'annuaire de A à Z. Effectivement, c'est une bonne réponse. Ça marche, de A à Z, oui, il y a tout le monde là-dedans. Alors, par exemple, récemment, je crois que le summum a été atteint avec leur expansion internationale, où là, les mecs ont lancé 80 pays à la fois. Jamais je dirais à quelqu'un de lancer 80 pays à la fois. Mais bien sûr, eux, ils lancent 80 pays à la fois. Et je leur ai dit quand même, les gars, il va quand même falloir créer à un moment ou un autre une structure de middle management. Et donc, ce serait cool que vous ayez pour les 20 pays les plus importants un MD. Et donc, je dînais avec eux avant-hier. Et alors, parce qu'ils me cassent les pieds en ce moment, parce qu'ils veulent absolument retourner lever des fonds. Et moi, je résiste des 4 fers pour pas repartir en levée de fonds avec eux. Et je leur ai dit, moi, je pars pas en levée de fonds tant qu'on peut pas dire à un investisseur que pour les 20 pays les plus importants, il y a un dirigeant. Et donc, pendant le dîner, ils me cassent les pieds sur nanana, levée de fonds, nanana, levée de fonds, nanana, levée de fonds, nanana, levée de fonds. C'est ce que j'entends quand j'écoute plus les entrepreneurs, j'entends une sorte de nanana, nanana, comme ça. Et là, les types, je leur dis, mais non, mais attendez, de toute façon, on va la faire simple. Vous ne pouvez pas partir dans le levée de fonds, vous n'avez pas de MD dans les pays. Puis ils me disent, si, on a des MD. Je dis, non, vous n'avez pas de MD. MD, excuse-moi, c'est Managing Director, c'est le directeur d'un pays. C'est typiquement le genre d'endroit où il faut m'arrêter. Le jargon, c'est insupportable, mais c'est plus fort que nous, parce qu'on est tout le temps dedans. Donc, mais il ne faut pas hésiter à nous demander de définir les mots. C'est un peu comme le R&B, les startups. Les start-upers, ils adorent inventer des mots. C'est pour ça qu'on écoute du rap ici. Tu vois, on se sent dans le même combat, quoi. Et donc, je leur dis, non, vous pouvez. Et ils me disent, mais si, on en a 20, et dans les 20 pays les plus importants, on a embauché un mec, et ça cartonne. Bon, on en a viré 4, mais on les a remplacés. Je dis, mais les gars, si vous avez embauché 20 personnes, votre cash position aurait dû baisser. Vous avez plus d'argent sur votre compte que le mois dernier, et votre chiffre d'affaires n'a pas augmenté. Ah non, mais on ne les paye pas. Quoi? Bah ouais, attends, tu comprends. Nous, on est resté 2 ans sans salaire. Alors, on leur a dit. Et donc, l'idée, c'est qu'au début, ils n'ont pas de salaire et on les augmente de 200 € tous les mois. 200 € tous les mois. Jusqu'au moment où ils auront atteint leur courbe et ça se croisera. Et puis, c'est à l'infini. 200 € tous les mois, à un moment, ils peuvent bien gagner leur vie quand même. Et là, j'étais dans un japonais. Le sushi, il est parti de la bouche.
Il a atterri sur la table d'à côté. Non mais j'étais, mais c'est improbable. Vous croyez que qui que ce soit dans cette pièce est capable de convaincre quelqu'un de travailler pour 200 € par mois? Je vous assure, c'est impossible. Moi, je ne vois même pas comment faire. Moi, je serais tellement mal à l'aise, personnellement, de faire ça, que déjà le type dans l'interview le sentirait et serait mal à l'aise lui aussi. Mais eux, ils sont tellement naturels, ils sont tellement alignés, ils sont tellement forts que des choses qui normalement ne devraient pas exister deviennent possibles. Et ça, c'est le cas de toutes les plus belles aventures entrepreneuriales. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont tellement sincères, tellement forts, qui font des choses que personne ne pourrait leur conseiller de faire. Et ça marche. Et en plus, donc depuis, j'ai parlé avec un des MD en question, et les mecs sont super heureux. Genre, le mec qui dirige je ne sais plus quel pays m'a dit, mais tu ne te rends pas compte de la chance que c'est pour moi de travailler pour Star of Service, c'est quelque chose qui va changer ma carrière. Je dis, mais c'est pas possible. Mais comment ils font? Je suis jaloux. J'arrive pas à faire ça, moi. Moi, mes stagiaires, ils chialent, quoi. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et ils sont vachement bien payés, les stagiaires, chez nous. Donc, et ils trouvent que non. Donc je comprends pas. Mais en fait, tout ça, c'est une question d'état d'esprit. C'est pas une question de talent, c'est pas une question de méthode. On peut pas vous dire, on va vous apprendre à sous-payer les gens. C'est pas une méthode, c'est même pas souhaitable. D'ailleurs, ce que je peux vous apprendre, c'est que vous avez intérêt de vachement bien payer les gens. Je vais vous dire l'inverse. Mais il n'empêche qu'il existe des singularités et que ces singularités font que l'entrepreneuriat est tellement formidable. Et qu'en fait, la différence entre est-ce que je dois suivre mon instinct ou est-ce que je ne dois pas le suivre, c'est tout simplement le résultat. Si Star of Service payait les gens 200 € par mois et que c'était une cata, ce serait simple de leur expliquer pourquoi. Il n'y a qu'à augmenter les gens et les gens travailleront mieux. Mais comme eux, ils ont des performances exceptionnelles en étant comme ça veut dire qu'ils représentent une singularité. Et c'est ça que vous devez chercher. Et ça ne se trouve pas si les fondateurs sont de cultures différentes. Ce qui est incroyable chez Star of Service, c'est que les deux sont parfaitement alignés là-dessus. Ils sont caricaturaux, ils sont brutaux, ils sont incroyablement simples, mais incroyablement doués. Et pourquoi? Parce que leur talent, c'est une capacité d'exécution exceptionnelle. Et que donc tout ce qu'ils ne savent pas faire est rattrapé par ça. Par exemple, je ne pense pas qu'ils savent ce que le mot design veut dire. Je pense que c'est en dehors de leur vocabulaire. Alors ils veulent faire un nouveau logo. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le bleu de Google et la police d'Airbnb. Tout simplement. Et vous voyez, ce genre de décision ne prend même pas... Balthazar me disait, mais à ton avis, ça leur a pris combien de temps pour décider ça? Je ne sais pas, 20 secondes. Et là où une autre boîte aurait travaillé sur son logo pendant 4 semaines en faisant des allers-retours avec un designer, chez Star of Service, ça a pris 30 secondes. Ouais, le bleu de Google a été testé des millions de fois. Airbnb, ils ont l'air de bien marcher. Fusionnons les deux et ça fera un truc. Bien sûr. Vous savez que le jour où ils ont annoncé leur levée de fonds, leur communiqué de presse pour la levée de fonds était le communiqué de presse traduit sur Google Translate de leurs concurrents américains. Et ils m'ont dit, je ne comprends pas pourquoi on se ferait chier à écrire un communiqué de presse, ils l'ont déjà fait, on n'a qu'à le traduire dans Google Translate, on corrige les quelques fautes d'orthographe, et hop, communiqué de presse. Ce qui, chez quelqu'un d'autre, aurait pris 5 heures de réunion, chez eux, prend 30 secondes. Et d'ailleurs, tout dans Star of Service se résume à cette culture très simple. D'ailleurs, ils ont embauché un directeur général, un directeur commercial, qui s'est fait virer parce qu'il a présenté une note de frais. Et je comprends. On ne présente pas une note de frais chez Star of Service, le mec il s'écrit où? Chez EDF. Et les mecs, ils m'ont dit, on a regardé la note de frais pendant 2 heures, on a cru que c'était une blague. On s'est dit, ouais, il y a une caméra cachée et tout. Mais non, on ne fait pas ça chez eux. Pourquoi? Parce que chez eux, il n'y a pas besoin de note de frais. Parce qu'il n'y a rien à dépenser. Et non, on ne prend pas un hôtel, on va dormir chez un pote. Et non, on ne prend pas le train, on vient en blablacar. Et ce genre de mentalité, quand vous l'exécutez dans une boîte, vous faites Star of Service. Imaginez maintenant que ces deux types aient décidé de ne pas faire Star of Service, mais faire SpaceX. Tout ce qui est leur qualité devienne la raison pour laquelle ils vont échouer. Et en fait, ça va être psycho-merguez pendant 3 secondes. Je pense que les psychologues devraient créer une spécialité entrepreneuriale, devraient regarder les gens dans les yeux et leur dire quel type d'entrepreneur es-tu, et de faire une sorte de grande classification des boîtes et te dire tu devrais aller faire une boîte à la Star of Service, une boîte à la Save My Smartphone, une boîte à la Made in Pharmacy, une boîte à la Toc Toc Toc, etc. Parce que
la réussite dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas une question de compétences, c'est une question d'état d'esprit au tout début. Parce que toutes les compétences que vous n'avez pas, vous pouvez les acquérir. Alors que l'état d'esprit, ça ne se change pas. Ou du moins, c'est ma théorie. Il paraît qu'il y a des gens qui savent changer l'état d'esprit des gens. Moi, je ne sais pas faire. L'autre point avec un cofondateur, et c'est un point qui, moi, me dépasse tout le temps, on a un jeu dans The Family. Vous allez nous prendre pour des gens affreux, mais je rentre dans une réunion avec une équipe et je les fais abandonner. Et on chronomètre combien de temps je mets pour les faire abandonner. Et alors j'ai des records assez stylés, 1 minute 30, et bam, 4 ans par la fenêtre. Et en fait, je vais vous expliquer pourquoi on fait ça. Parce que tout simplement, il y a des gens qui se mentent énormément à eux-mêmes. Et c'est aussi notre rôle de les réaligner. Mais pourquoi c'est possible? Pourquoi quelqu'un comme moi, en 1 minute 30, peut faire abandonner une équipe qui travaille depuis 2 ans, 3 ans sur un projet? Et ben, j'ai remarqué qu'il y avait toujours 3 points d'inflexion qui étaient toujours les mêmes chez les gens qui abandonnent. Le premier point d'inflexion, c'était le manque de confiance entre cofondateurs. Alors ça, moi, c'est un truc qui me dépasse. Il y a des gens qui créent des boîtes avec des gens et ils ne leur font pas confiance. Alors ça, si vous êtes dans ce genre de cas, vous faites une chose et une chose simple, vous arrêtez tout de suite et vous partez. Si vous n'êtes pas capable de confier votre carte bleue, votre compte en banque et toute votre vie à votre cofondateur et de dormir tranquille, c'est que ce n'est pas votre cofondateur. Si vous n'êtes pas capable de lui confier une énorme somme en cash et lui dire « garde-la pendant 6 mois et n'y touche pas », et que vous ne dormez pas tranquille, ce n'est pas votre cofondateur. Et start-up et mafia, même combat. Si vous regardez le film Godfather, il y a une scène qui m'a vachement marqué, il dit on ne recrute pas les gens parce qu'ils sont forts ou violents ou etc. On les recrute parce qu'on peut leur faire confiance. Et c'est exactement la même chose dans une start-up. Votre cofondateur doit être quelqu'un d'interchangeable avec vous. Et alors, ça c'est un truc qui, moi, je n'arrive pas à expliquer pourquoi des gens iraient s'associer avec des gens qui ne font pas confiance, mais c'est extrêmement courant. Et ça s'exprime dans quoi? Ça s'exprime, il y a un indice tout bête, c'est que les types, quoi qu'ils fassent, ils sont toujours 2. Bah oui, parce que inconsciemment, qu'est-ce qui se passe? Ils se disent, ah ben non, je ne vais pas le laisser aller seul au rendez-vous, il pourrait le foirer. Ah ben non, je ne vais pas le laisser aller seul à ça, c'est trop important. Ah ben non, si on négocie avec des investisseurs, je veux être aussi là pour être sûr que mes droits à moi aussi sont protégés, etc., etc. Par exemple, dans The Family, la règle entre partenaires, c'est qu'il y a toujours un partenaire responsable pour quoi qu'on fasse et les autres lui font confiance. Quand par exemple on lève des fonds, personne ne parle aux investisseurs à part moi. Jamais Alice ou Nicolas se sont dit « mais si ça se trouve, Oussama il est en train de nous enfiler avec les investisseurs ». S'ils avaient le moindre doute que ce soit possible, ça ne serait plus mes associés. Parce que le fondement même d'une start-up et le fait que ça la rend indestructible, c'est la confiance. Pourquoi? Parce que la confiance, c'est ce qui viendra grignoter petit à petit l'énergie de votre start-up. Et si vous rompez ce cercle sacré de confiance, vous allez laisser rentrer plein de choses. D'abord, vous allez laisser rentrer les employés qui font de la politique. Ça, c'est un truc très classique. Vous avez forcément des gens ambitieux qui vont venir bosser pour vous. Les gens ambitieux, ils veulent forcément monter. La seule façon de monter, c'est à un moment ou un autre de remplacer un fondateur. Le seul moyen de remplacer un fondateur, c'est de couper la confiance entre les fondateurs. Et ça, c'est imaginez un couple où on décide de passer de 2 à 3 et qu'on garde le même équilibre. Évidemment que c'est très dur. Je ne sais pas si ça existe. Mais autant ça nous paraîtrait absurde dans une histoire de couple, autant c'est exactement ce qui se passe dans une histoire d'entreprise. Et ça, la seule façon de remettre les gens à leur place, c'est qu'ils se prennent un mur dans la tête. Et un mur de confiance. Et vous imaginez pas à quel point c'est quelque chose d'important. Donc le premier test sur ce cofondateur, encore une fois, c'est une histoire de confiance. La deuxième caractéristique que je vois très souvent chez les équipes, c'est qu'elles font quelque chose, non pas parce qu'elles ont envie de le faire, mais parce que c'est la bonne chose à faire. Par exemple, je ne sais pas, nous on avait une boîte qui faisait une app pour permettre aux gens de gérer leur mot de passe. D'accord? Ça c'est typique. Pourquoi vous faites cette boîte? Ah, parce qu'on a vu que One Password marchait bien. Ok? Et alors pourquoi vous trouvez que One Password marche bien? Parce que ça a été téléchargé plein de fois. Ok? Alors pourquoi vous l'avez fait?
Bah parce que ça a été téléchargé plein de fois. Mais sinon, vous kiffez la vie? Ah non, qu'est-ce que c'est chiant. Ah non, nous, le rêve de notre vie, on fait ça parce que un jour, on fera une boîte qui ira dans les étoiles. Mais pourquoi vous la faites pas tout de suite, votre boîte? Bah parce qu'en école de commerce, on nous a dit qu'il fallait d'abord réussir une boîte simple et après, on faisait une boîte compliquée. Ah ouais, et le mec en école de commerce qui t'a dit ça, il a déjà créé une boîte? Bah non. Ok, bon, on arrête là. Et en fait, c'est aussi bête que ça. Vous ne pouvez pas remettre à plus tard ce que vous avez envie de faire aujourd'hui. Vous ne pouvez pas. Vous devez tous les jours être drivé par ce que vous avez le plus envie de faire. Et d'ailleurs, c'est un point important parce que les gens vont me dire, mais oui, mais peut-être que ce que j'ai envie de faire n'est pas une bonne opportunité business. Et bien dans ce cas-là, c'est tout simplement que vous n'êtes pas fait pour être entrepreneur. Parce que le premier test à être entrepreneur, ce n'est pas la capacité à être entrepreneur, c'est la capacité à avoir un projet de vie qui est aligné avec l'existence d'un marché. Et c'est très dur ce que je viens de dire. Ce que je viens de dire, c'est que 80% des gens qui sont entrepreneurs feraient mieux de ne pas l'être. Et 80% des gens qui veulent être entrepreneurs feraient mieux d'être cofondateur ou travailler pour quelqu'un qui, lui, a ce projet de vie. C'est très différent d'être early employee et d'être fondateur. Et cette différence vient de quoi? Elle vient de ça. Elle vient de cet alignement, elle vient de cette passion. Vous pouvez très bien séparer vie professionnelle et vie personnelle lorsque vous êtes un employé. Personne ne s'attendrait, même avec les premiers employés, que la vie personnelle fusionne avec la vie professionnelle. Ça, cette distinction, elle n'existe pas à partir du moment où vous êtes fondateur. Quand vous êtes fondateur, votre vie personnelle devient votre vie professionnelle et votre vie professionnelle est votre vie personnelle. Et ça, pourquoi c'est important? Parce que c'est ce qui distingue quelqu'un qui veut vivre une aventure entrepreneuriale de quelqu'un qui est entrepreneur. Et d'ailleurs, vous devriez tous y réfléchir. Énormément de gens créent leur boîte pour vivre une aventure entrepreneuriale, alors que la façon la plus simple de vivre une aventure entrepreneuriale, c'est de rejoindre une start-up qui a levé des fonds. Vous vous enlevez toutes les emmerdes, vous vous enlevez tout ce qui fait chier tout le monde, et vous démarrez avec le meilleur, construire une boîte. Et être premier employé d'une boîte qui a levé des fonds, ou être fondateur, en termes d'excitation, d'opportunités de travail, etc., aucune différence. La seule différence, c'est une différence d'ego. C'est que tout le monde connaîtra le fondateur et personne ne vous connaîtra vous. Et ce deal-là, vous devez être confortable avec, à condition que vous comprenez tout simplement que c'est son projet de vie à lui et que vous êtes simplement un rouage au service de ce projet de vie. Mais si c'est une question d'argent, ou si c'est une question d'excitation, ou si c'est une question de faire des choses et de construire des choses, être fondateur, ce n'est pas forcément le meilleur chemin pour ça. Le meilleur chemin peut être ailleurs. Et alors, le troisième point que je vois tout le temps dans ces équipes qui abandonnent, c'est que très souvent, les gens ont construit quelque chose qui n'a pas marché, ont perdu la motivation et veulent tout simplement pas se regarder dans un miroir et se dire « ça ne marche pas ». Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'à partir du moment où ils se diront « ça ne marche pas », ils arrêteront. Et donc, ils repoussent le plus loin possible cette phrase « ça ne marche pas ». Et ça, c'est la troisième catégorie de boîte à faire arrêter. C'est quand vous avez fait tout ce qu'il fallait, vous avez poussé tout ce qu'il fallait, mais juste ça ne fonctionne pas. Et là, c'est un point très important en termes d'état d'esprit. Je pense que l'une des choses qu'on m'ait dites, qui m'a le plus bouleversé dans la Silicon Valley, c'est qu'on m'a dit, à un moment, Oussama, il faut que tu comprennes que faire une entreprise, c'est écrire un arbre de choix, et qu'à chaque fois que tu feras un choix décisif, il faut que le deuxième choix possible soit la mort de ton entreprise. Et si tu n'es pas dans cet arbre-là, ça veut dire que tes décisions ne sont pas assez bold, ne sont pas assez audacieuses. Ça veut dire que tes décisions ne sont pas les bonnes, ça veut dire que tu as simplement fait quelque chose pour préserver la vie plutôt que préserver la croissance. Parce que la croissance, c'est quelque chose qui fait mal. C'est facile de passer de 0 à 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. C'est un peu plus dur de passer de 10 000 à 100 000. C'est beaucoup plus dur de passer de 100 000 à 1 million. C'est très, très dur de passer d'1 million à 10 millions. C'est extrêmement rare de passer de 10 à 100. Et de 100 à 1 milliard, ça n'existe pratiquement pas. Mais à aucun moment, ce genre de passage ne se fait autrement que dans la douleur et dans le risque. Et le problème, c'est que des entrepreneurs qui ont raté la première coche et qui en fait sont tout simplement dans une sorte de limbe permanente et perdue,
plutôt que de regarder en face et de se dire bah, ça ne marche pas et c'est la majorité des projets qui ne fonctionnent pas, et je devrais faire autre chose et je devrais partir ailleurs et je devrais peut-être recommencer à zéro, préfèrent se raconter une histoire que tout simplement ils ne l'ont pas poussé assez longtemps. Et ça, il y a un moment, il y a des gens extérieurs qui peuvent être un waking call et qui peuvent vous dire écoutez les gars, ça ne marche pas. Écoutez les gars, il faut arrêter les conneries, il faut faire autre chose. Et ça, c'est un point en fait qui est sans doute le plus dur en termes d'état d'esprit, qui est que vous devez admettre l'idée qu'il est fort probable que votre entreprise ait déjà fait faillite. Et vous devez vivre confortable avec cette idée le plus tôt possible. Et vous ne devez surtout pas essayer d'optimiser pour survivre, mais vous devez optimiser pour vivre dans l'opulence. Parce qu'il y a une grande différence entre survivre et vivre dans l'opulence. Tu t'en sors? Ouais. Alors, oui. Pendant 35 mois, et ils ont fini par comprendre quoi faire pendant 3 mois. Et c'est ça l'histoire de toutes les boîtes. C'est le fameux pivot. Alors, je ne supporte pas ce mot de pivot, parce que, comme d'hab, en France, on a traduit les mots dans leur version la plus soft. Donc, quand on dit à un type, il faut pivoter, il vous dit, ouais, ben, je faisais un réseau social pour chiens, alors ça ne marchait pas, et donc j'ai décidé de l'ouvrir aussi aux chats. Et j'ai pivoté. Alors que la bonne histoire devrait être, j'ai fait un réseau social pour chiens avec telle version, ça ne fonctionnait pas, et donc j'ai décidé de me spécialiser que dans les bulldogs, et depuis j'ai de la croissance. Ça c'est un pivot. Mais un pivot, ça suppose forcément une page blanche, et ça on ne vous le dit pas. Or, ce que tu ne vois pas dans toutes ces boîtes, c'est à quel point elles sont reparties de zéro un certain nombre de fois. Et ce partir de zéro, il fait très mal, il est très rare, et pourtant c'est la seule façon de réussir. Je vous le dis, hein, aucune boîte ne met du temps à avoir de la traction. Aucune. La traction, c'est immédiat ou c'est jamais. Par contre, il y a énormément de boîtes qui d'abord peuvent mettre longtemps à avoir de la traction parce que c'était une petite traction et ça devient une grande traction, ça c'est sûr. Mais en général, ça se repère simplement par de la croissance continue. Mais en général, dès que tu commences à avoir de la croissance continue, elle est ininterrompue. Et la deuxième chose, c'est que la plupart du temps, les gens qui se demandent si leur boîte a assez de succès ou pas, c'est qu'en fait, ils ont un doute sur le succès réel de leur boîte. Et une de mes citations préférées, c'est « Success is obvious ». À chaque fois que je l'ai dit à un entrepreneur ou à quelqu'un un coup d'état, il ne l'a pas compris. Et c'est l'une des phrases où je reçois le plus d'emails de gens 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans après, qui me disent « Putain ». Je repense très souvent à cette phrase depuis 3 mois ou depuis 6 mois, parce que j'ai vu la différence de goût. Et c'est un peu comme manger quelque chose de très bon. Tu peux manger des pizzas, tu peux trouver ça bon, et un jour, tu manges la meilleure pizza dans le monde. Et la sensation que tu as, c'est une sorte d'évidence de « Ah, mais en fait, une pizza, ça devrait être ça ». Et ensuite, tu ne peux plus jamais manger les autres pizzas. Et bien, être fondateur, c'est la même chose. Au début, tu manges de la cuisine de très mauvaise qualité, et tu te racontes comme histoire qu'en fait, c'est de la bonne cuisine. Puis un jour, tu as peut-être la chance de passer de l'autre côté de la barre et d'avoir de la vraie croissance. Et ce jour-là, tu as quelque chose qui se passe. Mais ce qui est sûr, c'est que tu n'as que 2 choix quand ça ne décolle pas. Soit tu recommences de zéro, et vraiment de zéro, soit tu abandonnes et tu décides de faire autre chose. Quel est le bon moment pour abandonner? C'était ça la question? Non. Non. Quel est le bon moment pour abandonner? C'est tout simplement le moment où psychologiquement tu n'en peux plus. Je pense que la limite à l'acte entrepreneurial, c'est la même qu'à l'acte artistique. C'est qu'il y a un moment, les gens craquent et ça ne sert à rien de craquer plus que raisonnable, en fait. Et il y a des gens, et alors de ce point de vue-là, il y a des gens qui peuvent tenir très longtemps à recommencer de zéro. Les mecs d'Airbnb sont un bon cas de ça. Ils ont fait je ne sais pas combien de versions de leur site, je ne sais pas combien de stratégies, je ne sais pas combien de clés, de portes, et ils ont fini par réussir. Mais ils ont un moral hors norme. Mais ils sont intenses, hein, les mecs de Airbnb. L'histoire qu'on ne vous raconte pas, c'est par exemple Brian Chesky, à chaque fois qu'il embauche quelqu'un, il lui pose toujours la même question en le regardant droit dans les yeux. Si c'était ta dernière année à vivre, est-ce que tu travaillerais quand même pour moi? Et si la moindre personne hésite en répondant, il ne le prend pas. On parle de ce genre d'intensité-là, ça ne s'invente pas, ce genre d'intensité. Ce genre d'intensité, elles sont produites par le fait que ces gens sont drivés par quelque chose que la plupart d'entre nous ne comprend pas.
Alors, ils sont dans le bon milieu pour être drivés par ça. Je pense qu'en France, tu poses cette question, bah, tu n'embauches personne. Parce qu'évidemment, tout le monde hésitera. Et que, évidemment, c'est pour ça que les milieux ont autant d'importance. Une version de ton site tellement minimale que tu peux la mettre en ligne assez rapidement et pouvoir tester les retours. Mais justement, c'est tout le sujet. Tu ne peux pas savoir si ton projet fonctionne ou pas tant qu'il n'est pas sur le marché. C'est pour ça que l'un des conseils, c'est d'aller sur le marché le plus vite possible. Mais une fois que tu es sur le marché et que tu te rends compte que ça ne fonctionne pas, tu devrais tout jeter. Or, ce que les gens font, c'est pas qu'ils jettent ni leur idée ni leur MVP, ils vont tweaker leur MVP en espérant que ça finira par marcher. Mais en fait, par exemple, les gens qui peignent, je me suis rendu compte de ça en parlant avec les mecs de Mindy, parce que les mecs de Mindy m'ont fait remarquer que les gens qui avaient un entraînement formel à la peinture connaissaient ça très bien. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est assez simple à comprendre. C'est parce que la peinture, c'est un geste. Et la peinture, ça ne se corrige pas. Si vous voulez faire un chef-d'œuvre, il faut que chacun des gestes du début à la fin du tableau soient des gestes de chef-d'œuvre. Et c'est pour ça que les gens qui peignent comprennent très bien ce réflexe de la page blanche. On ne peut pas faire une Joconde, pas être content, effacer son sourire et repeindre par-dessus. Ça fait des croûtes, c'est dégueulasse, c'est pas possible. Et d'où le fait que les peintres utilisent des croquis. Et en fait, comment on fait pour faire un tableau? On fait un croquis, on fait un deuxième croquis, on fait un troisième croquis, on fait un quatrième croquis. Ensuite, on le fait à taille réelle. On recommence et on recommence. Et à un moment, on a le geste, on le peint une première fois, on jette, on le peint une deuxième fois, on jette, on peint une troisième fois, on le jette. Et à un moment, on finit par être content par ce qu'on a fait. Et en fait, c'est exactement la même chose dans une startup. D'ailleurs, un autre domaine où on comprend ça très bien, c'est la musique. En musique, si vous voulez apprendre à jouer un morceau, vous devez recommencer et recommencer, vous recommencez à zéro. Personne ne se dirait « Ah ben j'ai raté la dernière note, je vais juste revenir en arrière sur la dernière note. » Ça paraîtrait complètement con. Et ben c'est exactement ce que les entrepreneurs font. Les entrepreneurs, ils jouent le morceau, bam, il y a une fausse note, ah ça tourne mal, ils disent « Bon, ben, je vais revenir 3 temps en arrière, je vais recommencer là. » Et ça ne fonctionne pas comme ça. D'ailleurs, moi, pour être honnête, j'ai appris ça le jour où on m'a raconté l'histoire de l'iPhone, où je me suis dit que quand même, il y avait des gens qui étaient quand même des entrepreneurs d'exception. Steve Jobs n'était pas content avec la première version de l'iPhone, mais vraiment pas content. Et le problème, quand vous êtes un dirigeant d'entreprise et que vous n'êtes pas content et qu'il y a 3 personnes dans la pièce, vous pouvez faire passer le sentiment que vous n'êtes pas content. Quand vous n'êtes pas content d'une équipe de 1000 personnes, même quand vous êtes Steve Jobs, vous n'y arrivez pas à faire passer que vous n'êtes pas content. Parce qu'en fait, l'organisation entière va résister à votre appel au changement. Et va résister avec une force et une violence que même si vous êtes Steve Jobs, même si vous tapez du pied sur la table, même si vous faites un caca nerveux, les mecs disent « Ouais, mais t'es mignon, mais le truc sort dans 6 mois, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ?» Et 6 mois et 1 jour avant la sortie de l'iPhone, 6 mois et 1 jour avant la sortie de l'iPhone, il est arrivé dans les bureaux, il s'est connecté au serveur central et il a tout effacé. Tout. Les dessins, les plans, les logiciels, tout. Et il a pris tout le monde dans une pièce et il leur a dit « Les gars, il n'y a plus rien, on s'est fait pirater, je ne comprends pas ce qui s'est passé, il faut tout reprendre à zéro, et en plus, comme on a annoncé qu'on lançait, il faut quand même lancer dans 6 mois. » Et d'ailleurs, dans sa keynote, si vous réécoutez la keynote de l'iPhone, du premier iPhone, vous verrez qu'il présente formellement ses excuses aux familles des employés pour les 6 derniers mois très spéciaux qu'ils viennent de vivre. Et dans la biographie de Steve Jobs raconte ce qu'il a fait et avoue ce qu'il a fait. Et ça m'a marqué. Et je me suis dit, je comprends exactement pourquoi il a fait ça. Parce que la seule façon de faire quelque chose de nouveau, c'est de repartir de zéro. Les gens n'imaginent pas à quel point leur psychologie est leur plus grand ennemi. Et la psychologie, c'est quelque chose que vous pouvez mettre sous contrainte. Vous pouvez vous mettre... D'ailleurs, c'est connu depuis les Grecs. Vous connaissez Ulysse et les sirènes. Ulysse veut écouter les sirènes. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il s'attache au mât du bateau. Et comme ça, même s'il écoute les sirènes, il ne peut pas les rejoindre parce que physiquement, c'est impossible. Et c'est ce qu'en psychologie, on appelle une faiblesse de volonté. C'est-à-dire de se mettre dans une faiblesse de volonté, c'est que vous le vouliez ou non, c'est plus fort que vous allez prendre quelque chose. Si vous prenez de l'héroïne une fois, c'est très peu probable que vous n'en preniez pas une deuxième fois. Et puis c'est très peu probable que vous finissiez pas en junkie défoncé.
Et pour sortir de ce cycle-là, psychologiquement, ça coûte très cher en fait. Alors que dans votre startup, c'est différent. Je te prends dans une seconde. Dans votre startup, c'est différent. C'est vous pouvez repartir de zéro, vous pouvez écrire une page blanche et vous n'avez aucun problème avec ça. Il faut juste avoir le courage de tout effacer. J'ai jamais vu quelqu'un lire le bouquin d'Eric Ries et faire une bonne boîte. Jamais. Point. Pourquoi tous les gens qui lisent Lean Startup font des boîtes de merde? Pour exactement la même raison. C'est parce qu'ils n'ont pas compris d'où ça vient. D'abord, Eric Ries, il n'a rien inventé. Le Lean, c'est Toyota. Et il faut être japonais pour comprendre ce que ça veut dire le Lean. Si vous voulez comprendre le Lean, lisez pas Lean Startup, regardez Jiro Dream of Sushi. Vraiment. Si vous voulez, mais si, c'est le Lean, Jiro Dream of Sushi. C'est le fait qu'on va faire des petits gestes et les recommencer tous les jours dans un cycle permanent jusqu'à atteindre la perfection. Et l'idée importante dans Lean, d'ailleurs, elle est sur la couverture, c'est un cercle. Or, comment tout le monde l'a pris dans le monde, et j'en ai parlé souvent avec lui, et je peux te dire qu'il en souffre personnellement, c'est que tout le monde prend son putain de bouquin comme une checklist. Et tout le monde te dit, grand 1, je parle au client, donc je vais parler à 10 personnes. Bonjour Paul, bonjour Jack, est-ce que tu aimes mon produit? Puis évidemment, Paul et Jack, ils n'en ont rien à foutre. Oui, c'est très bien, Oussama. Bravo, tu as raison de faire une start-up. Tu m'étonnes, tu ne trouveras jamais de boulot. Ok, alors, client trouvé. On dirait oui, fais une start-up, quoi. Puis ensuite, c'est bon, maintenant que les clients m'ont dit que c'était une bonne idée, je vais faire mon MVP. Alors, mon MVP, c'est quoi? Donc, je vais surtout retenir minimum, parce que viable, ça coûte cher. Donc, on va faire minimum. Donc, minimum viable product, minimum product. Voilà la voiture. Alors, bon, elle n'a pas de roue, parce que ça coûtait cher. Elle n'a pas de porte, parce qu'on ne sait pas les fabriquer, mais il suffit d'embaucher un ingénieur en porte, il les fera, c'est facile. Ah oui, il n'y a pas de moteur non plus, elle ne roule pas. Mais tu comprends le concept, tu montes dedans et ça fait vroom vroom. Et qu'est-ce qu'ils disent les mecs? Ils disent ouais, si ça sort un jour, je te paierai, ouais. Et tout ça, ensuite, 18 mois de chômage plus tard, parce qu'en général, ça dure 18 mois, cette connerie. Les gens arrivent et disent ah, ça a été dur hein, de faire une start-up. Hein. Putain, qu'est-ce qu'on a appris hein, Et puis là, ils écrivent des blog posts et ils vont à la Falcon. C'est pas comme ça qu'on construit une boîte. On construit une boîte, si tu veux construire le leader mondial de l'automobile, commence par être vendeur de skateboard. Tu vas, tu fabriques un skate, tu mets les gens dedans, tu les amènes d'un point A à un point B. Et quand tu es en monopole sur les skateboards, tu prends l'argent et tu construis des vélos. Et quand tu es en monopole sur les vélos, tu vas et tu construis des voitures. Et ton MVP de voiture, c'est une Tesla. C'est sympa comme MVP, mais si tu regardes la première version de Tesla et la version maintenant, il y a un énorme upside. Ça n'a pas empêché les gens d'acheter des Tesla à 400 000 $, même si elles avaient plein de défauts. Et en fait, ce que tout le monde fait dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est que les gens font des produits... Pardon, j'ai un bug. Ils font des produits imparfaits mais complets, alors qu'il faut faire des produits parfaits mais incomplets. Et c'est ça le sujet. Pardon. Oui, c'est ça. Les gens font des produits imparfaits mais complets, alors qu'il faut faire des produits parfaits mais incomplets. Prenez le premier iPhone, il n'y a pas d'apps dessus. Il n'y a pas de 3G. Il y a une batterie de 7 heures. Mais par contre, l'expérience Internet est unique au monde. Et c'est ça que les entrepreneurs ne percutent pas. C'est qu'ils veulent absolument servir tout le monde et rendre tout le monde content au lieu de se concentrer. Et alors pourquoi je te parle de tout ça? Parce que tout ça revient à cette histoire de pivot. En quoi le pivot est débile? C'est que le pivot, c'est un concept post-product market fit. Ce n'est pas un concept pré-product market fit. Et Eric Ries l'a ramené en pré-product market fit. Et ce jour-là, il a envoyé énormément d'entrepreneurs au casse-pipe. Parce que si tu commences à te dire qu'il suffit de tweaker à la marge et de pivoter pour trouver quelque chose qui compte, tu ne comprends pas l'intensité que tu as besoin en tant qu'entrepreneur. Et c'est pour ça que je suis très confortable à l'idée de dire il faut recommencer d'une page blanche, parce que tous les gens qui ont recommencé d'une page blanche ont fini par faire quelque chose. Parce que recommencer d'une page blanche, 1, c'est rare, 2, ça demande beaucoup d'énergie et ça forme un moral d'acier. Alors que pivoter, c'est facile, tout le monde peut le faire et ça finit toujours dans le mur. Parce que ton produit, par exemple, il y a des gens, ils viennent me voir et me disent alors oui, on a fait ce produit, mais on n'a fait aucun marketing. Dès qu'on commencera le marketing, ça devient un succès. Ha, ha, ha.
mort de rire. Et alors, déjà, pourquoi tu viens me voir en m'expliquant que tu n'as pas fait quelque chose? Pourquoi sur Terre, tu voudrais aller voir quelqu'un en lui disant « je n'ai pas fait quelque chose ». C'est complètement con. Non, tu devrais dire on a poussé le truc à fond, on est là, on a des chiffres de ouf. Non, tu viens et tu dis je n'ai pas commencé le marketing. D'ailleurs, j'appelle ça le complexe de l'enfant en entrepreneuriat. C'est que la plupart des entrepreneurs se comportent comme des enfants. Je ne sais pas qui ici a des enfants, mais moi, il y a un truc qui me fascine avec les gosses, c'est le passage, et surtout, c'est un grand traumatisme personnel chez moi. C'est quand tu viens et tu dis à ta maman j'ai faim, et que la maman répond c'est pas l'heure de manger. Quoi? C'est quoi cette histoire? Il y a des heures pour manger. Et puis quoi encore? Mais en fait, c'est tout simple, c'est que tu es passé d'un monde où tu étais le centre du monde. C'est exactement le même switch. C'est qu'un enfant passe de « je ne suis pas le centre du monde, et il y a des règles qui sont extérieures à moi », et c'est exactement la même chose avec un entrepreneur. Regardez comment la plupart des entrepreneurs parlent. C'est toujours la même chose. C'est grand 1, je vais faire mon produit pendant 6 mois. Dans 6 mois, il sort. 3 mois après, je vais lever des fonds. Et ensuite, je vais aller conquérir le monde. Et dans ce plan, à aucun moment, le monde extérieur existe. Alors d'abord, qui te dit que tu seras prêt dans 6 mois? Qui te dit que ton produit, qui que ce soit, en veut? Qui te dit qu'il faudra que 3 mois pour le rendre célèbre? Et qui te dit que dans 9 mois, qui que ce soit voudra te donner de l'argent? Alors qu'un entrepreneur devrait se dire, je lance mon produit le plus tôt possible, je vais faire en sorte qu'un maximum de gens l'achètent, et j'espère que dès que quelqu'un me propose de l'argent, je le prendrai. Et là, tu renverses le rapport de force. C'est-à-dire que tu ne fais pas les choses simplement pour les faire, tu fais les choses dans l'espoir qu'il y a une réaction en face. Et que cette réaction, tu ne sais pas quand elle arrivera, mais que tu continueras aussi longtemps. Et c'est pour ça que la feuille blanche est très importante. Parce que la feuille blanche, ça permet tout simplement d'admettre l'idée que ta fusée que tu as lancée, eh ben, elle s'est crashée. Et donc, il faut en construire une nouvelle. Et quand une fusée est crashée, personne ne va aller se faire chier à récupérer les pièces détachées en se disant peut-être que le moteur est toujours viable. Quand une fusée se crache, elle explose, c'est pas grave, on passe à la prochaine fusée. Et c'est la même chose dans une startup. Et c'est pour ça que cette histoire de pivot est très dangereux. Parce que par contre, post-product market fit, il faut savoir qu'une startup a 2 grands moments dans sa vie. On a ce qu'on appelle le pré-product market fit, le post-product market fit. C'est un peu comme Jésus, il y a un avant et un après. Donc le pré-product market fit, c'est vous n'avez pas encore trouvé la vérité, vous n'avez pas trouvé la lumière. C'est-à-dire que tout ce que vous faites ne sert à rien, et la seule chose que vous devriez faire, c'est recommencer et recommencer jusqu'à trouver qu'est-ce que vos clients veulent. Et d'ailleurs, on me pose toujours la question de qu'est-ce que c'est le post-product market fit, et je réponds toujours la même chose, c'est le jour où tu es en retard sur ta boîte. Tous les entrepreneurs qui démarrent ont un confort extraordinaire, c'est qu'ils sont en avance par rapport à leur boîte. Qu'est-ce que ça veut dire en avance? C'est qu'ils maîtrisent le calendrier. Ils peuvent vous dire, la semaine prochaine, je fais ça, la semaine prochaine d'après, je fais ça, et tous les jours, ils ont le sentiment du devoir accompli. Ils vont se coucher le soir, et ils se disent, bah, aujourd'hui, j'ai fait mes bonnes tâches, demain, je ferai mieux. Le post-product market fit, c'était en burn-out total. Tu comprends rien à ce qui t'arrive, tu n'arrives même pas à répondre à tous tes emails, tu n'arrives même pas à prendre tout ton téléphone, et tu es juste complètement dépassé. Et il ne faut pas grand-chose pour être dépassé. Regardez, si vous receviez 1000 emails par jour, est-ce que vous pourriez les traiter tout seul? Impossible. Pourtant, 1000 clients par jour, si ton marché est de plusieurs centaines de millions de clients, ce n'est pas grand-chose. Mais pourtant, si tu reçois 1000 clients par jour, tu as la garantie que tu es en product market fit. Ok, ce n'est pas gros, c'est que le début, mais déjà, tu ne peux plus le gérer personnellement. Et le product market fit, c'est la rupture entre le personnel au collectif. Le product market fit se définit par si je n'avais pas mon équipe, je ne pourrais pas m'en sortir seul. Et il ne se définit pas par une stat du type j'ai 30% de conversion ou 40% de conversion. Ce n'est pas artificiel le product market fit. Et le pivot, ça sert à quoi? Le pivot, ça sert à passer des paliers. Parce que le gros problème, c'est quand on dit aux entrepreneurs, il y a 2 grandes phases dans la vie de l'entrepreneuriat, le pré-product market fit et le post-product market fit. J'allais dire les connards dans mon genre, les types dans mon genre qui racontent ça, ils essayent de vous transmettre un message. Et comment vous le prenez? Vous le prenez en mode, il y a 2 grandes étapes, et vous le prenez vraiment en mode formel. Alors que le gros problème, c'est que des product market fit dans l'histoire d'une boîte, il peut y en avoir 10. Parce qu'il y a des paliers de croissance. Prenons l'histoire de Facebook, parce que vous connaissez tous Facebook. Comment on passe du réseau social de Harvard à 1 milliard de personnes se connectent le même jour sur un site internet, en à peine 13 ans? Comment on passe de ça à ça? On ne passe pas de ça à ça avec une histoire linéaire. Il y a eu des grands plateaux
dans l'histoire de Facebook. Il y a eu des grands moments où ils ont arrêté de croître. Et à chacun de ces plateaux, ils ont dû faire un pivot. Et évidemment, quand tu es Facebook et que tu as 100 millions d'utilisateurs et que tu veux passer à 500 millions d'utilisateurs, tu ne jettes pas tout par la fenêtre, effectivement. Il ne faut pas être con. Le mec ne va pas se dire « Ah bah mince, on n'a pas réussi à atteindre le milliard d'un coup. Bon bah 100, après tout, c'est quoi 100 millions de personnes? Bah on jette. » Non. En fait, ce que tu fais, c'est que tu vas commencer à comprendre pourquoi les gens ne viennent pas et tu vas commencer petit à petit à pivoter. Mais le pivot, ça a un sens parce que tu as un actif qui a de la valeur. Alors que si tu n'as pas de product market fit, aucun actif que tu as n'a de la valeur. Rien. Et c'est le gros problème de ce putain de livre d'Eric Ries. C'est qu'à aucun moment, il vous prévient de ça. À aucun moment, il vous dit, il devrait mettre un gros warning en couverture du bouquin en disant « Appliquer cette méthode peut être très dangereuse pour la santé de votre startup ». Parce que ce qu'il a essayé de faire en écrivant ce bouquin, et c'est ce qui se passe chez tous les mecs qui écrivent ce genre de bouquin, c'est qu'ils essaient de transmettre un état d'esprit et ils finissent avec une checklist. Mais je comprends. Moi, je vois bien comment les gens viennent, regardent Coup d'État et viennent me dire qu'ils ont appliqué tous mes conseils et qu'ils ont fait quelque chose. Et je suis là et je me dis merde. Mais comment j'ai fait pour être si peu clair? Et parce que c'est dur de transmettre quelque chose. C'est pas, je veux dire, Eric Ries a fait un boulot incroyable avec Lean Startup. Déjà, il a encouragé des milliers de gens et des millions de gens à se lancer dans l'entrepreneuriat, ce qui est déjà un grand succès. Mais tu peux pas, à aucun moment, vous pouvez prendre aucune de ces méthodes ou rien de vous entendez, et même ici, comme une vérité. C'est juste que vous devez comprendre le mouvement. Et le mouvement de Lean Startup, c'était de dire arrêtez de dépenser de l'argent en product development et essayez de connecter le plus rapidement avec vos clients. Ça se résumait en une phrase. Mais pour résumer cette putain de phrase, il fallait déployer une méthodologie. Et c'est devenu une checklist. Et c'est là que le drame a commencé. Continuons. Alors, l'état d'esprit, je vous ai expliqué, c'est d'abord, il faut se mettre dans le bon état d'esprit pour trouver le bon cofondateur. Et trouver le bon cofondateur, ce n'est pas une histoire de compétences, ce n'est pas une histoire de technologie, ce n'est pas une histoire de besoin, c'est véritablement une histoire d'amour. Important. Si vous ne vivez pas une histoire d'amour avec votre cofondateur, je ne sais pas comment ça se passe là, si vous ne vivez pas une histoire d'amour avec votre cofondateur, oubliez. Maintenant, la question qu'on me pose le plus souvent, c'est comment on fait pour trouver un cofondateur? Alors, il n'y a pas une infinité de solutions. Soit vous êtes à un endroit où vous travaillez, vous avez des gens, soit vous avez un vaste réseau d'amis et vous arrivez à en convaincre un de démarrer avec vous, soit vous retournez à l'école. Il y a pas mal de cofondations qui se sont faites à coup d'État, qui fonctionnent bien, parce que les gens ont le temps de s'évaluer, de vivre ensemble, de faire des choses ensemble. Voilà, il n'y a pas 36 millions de solutions. La question, c'est vaut-il mieux démarrer seul que mal accompagné? Alors je vous le dis, c'est très clair, vaut mieux démarrer seul. Et j'ai un peu changé d'opinion là-dessus. J'étais un peu un extrémiste de la cofondation il n'y a pas très longtemps. Comment? Ouais. J'étais un gros extrémiste là-dessus. Et en fait, j'ai fini par me rendre compte que ça servait à rien de complexer les gens sur ce sujet-là. En fait, la plupart des gens qui ont du mal à trouver un cofondateur sont des gens qui, de toute façon, sont mal barrés pour être entrepreneurs. Que le problème, ce n'est pas d'être seul, le problème, c'est de ne pas être capable d'accorder sa confiance. Parce que c'est aussi bête que ça. Les gens qui ont du mal à passer la barre du cofondateur, c'est comme les gens qui ont du mal à s'engager, c'est comme les gens qui ont du mal à faire confiance. C'est juste qu'il y a un problème psychologique profond à régler. Et donc, l'une des meilleures façons de régler ce problème psychologique, c'est de faire une boîte. Pourquoi? Parce qu'en faisant une boîte seule, vous allez voir à quel point c'est dur. Et peut-être que la seconde fois, vous allez le faire avec quelqu'un. Et alors, je vais vous apporter une réponse un peu étonnante, mais c'est ma nouvelle position sur le sujet. C'est qu'après tout, on ne demande pas aux gens à ce que leur premier bouquin soit un Proust. Pourquoi on demanderait aux gens que leur première boîte soit un chef-d'œuvre? Et donc, je pense que si vous avez vraiment une envie entrepreneuriale débordante, eh ben vous devriez vous lancer le plus vite possible, quitte à être seul. Non pas parce que ça va être facile et que ça ne va pas impacter vos chances de succès, parce que ça va impacter vos chances de succès, mais parce que vous le saurez et que vous en êtes conscient, vous serez sans doute en position la seconde fois d'avoir un cofondateur. Parce que être entrepreneur vous fera rentrer dans un réseau, vous fera rencontrer des gens, vous fera travailler, vous fera essayer des choses, et peut-être que la seconde fois, vous aurez repéré quelqu'un qui sera la bonne personne.
Et ça vaut 36 millions de fois mieux d'être seul que d'être avec la mauvaise personne, simplement parce qu'il fallait être avec quelqu'un. Donc, je ne pense pas que ne pas avoir de cofondateur soit pas quelque chose qui coûte cher. À mon avis, ça coûte très cher, psychologiquement, en termes d'exécution, en termes de probabilité de réussite. Par contre, la probabilité de trouver un cofondateur est beaucoup plus élevée après s'être lancé seul qu'avant s'être lancé seul. Je ne sais pas si c'est clair comme raisonnement, je vous sens tous hyper perplexes. Je pense que la clé, c'est qu'il faut que dans notre industrie, celle des startups, on arrête de voir la création de startups comme un acte unique, mais comme une carrière. Il faut le voir comme une carrière. Et dans une carrière, personne ne se dirait « mon premier poste, c'est PDG de la World Company ». Même le type le plus mégalo du monde ne se dirait pas ça. Eh bien, on n'a qu'à se dire la même chose dans l'entrepreneuriat. On n'a qu'à tous se détendre et se dire la première boîte peut ne pas être parfaite. La seule chose qui compte, c'est qu'elle tende vers être de toujours mieux et qu'il ne faut pas hésiter de passer d'un projet à l'autre. Et c'est là où je pense qu'on a un petit problème. Je l'ai vu moi cette semaine. Il y a une boîte aux US qui cartonne, qui est sortie, dont personne n'a entendu parler. Je me suis dit, je rêverais que ce service existe en France. Je vais vous le raconter, c'est tout bête, j'étais halluciné. Vous allez à Ikea, quand vous achetez un meuble chez Ikea, il faut 2 semaines pour être livré. D'accord? Vous payez, je crois que la livraison Ikea, c'est 59 €, j'ai regardé ça hier. Vous payez 59 € pour être livré dans 2 semaines. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours des mecs dehors qui vous arrêtent, qui disent hey, t'as pas un truc à faire livrer? Je te prends pour 90 balles. Et puis, il y a un problème de confiance. Vous vous dites, je ne sais pas qui est le mec, est-ce qu'il va partir avec mes meubles, est-ce qu'il va me les amener? Bah, c'est pas terrible comme interaction. Et ben, si vous numérisez les mecs sur les parkings, que vous les mettez dans une app avec une note et un paiement en ligne, et en fait, je pensais simplement au Uber du déplacement de gros objets. C'est aussi bête que ça. Et il y a une boîte qui s'est lancée à San Francisco qui s'appelle Lug, LU.GG. Je ne sais pas si j'ai le droit de vous dire ce genre de truc, mais de toute façon, je ne suis pas actionnaire, alors je peux le dire. Ils ont fait 1 200 000 € de chiffre d'affaires en 3 mois. De chiffre d'affaires. Ça n'existe pas. Hein. Enfin, des gens qui démarrent il y a un mort. Des gens qui démarrent un jour T et 90 jours plus tard, ils ont 1 200 000 € sur leur compte. Je vous assure, ça n'existe pas dans le monde des startups. Et en fait, leur truc est tout con. Ils vont se mettre à la sortie des Ikea avec un grand panneau, c'est leur stratégie d'acquisition, ils payent des stagiaires. Et sur le panneau, il y a marqué « Tu veux transporter tes gros objets, télécharge Lug ». Les gens téléchargent Lug, ils appuient sur un bouton. Et alors, ce qui est génial dans leur concept, c'est que n'importe qui peut devenir livreur Lug, très simplement, en se connectant à une plateforme où vous louez un petit camion et ils vous disent dans quel parking vous installez et attendre vos courses. Et donc, n'importe qui est en galère de pognon, qui veut se faire 200 ou 300 $ dans la journée, il a juste à mettre sa pièce d'identité en ligne, son permis de conduire, il se connecte, il va chercher la clé de son camion, il fait ses courses et à la fin de la journée, il est payé pour son travail à la journée. C'est vraiment, c'est d'une simplicité incroyable. Et je suis rentré en France et je me suis dit, oh putain, on va encore mettre 3 ans à avoir ça qui va être lancé en France. Et j'ai 2 équipes à The Family qui me gonflaient. Une équipe de mecs techno incroyables. Et je pense que jamais de leur vie, ils vont vendre quelque chose. Jamais. Et de l'autre côté, j'avais une équipe de commerciaux, ils vous vendraient votre mère, et vous feraient racheter votre mère, ces gens-là. Mais le jour où ils vont nous faire un produit, je pense que... Et en fait, je commençais à en avoir marre, et j'ai pris les 2 ensemble, et j'ai fait boum. Et je les ai fusionnés, et ils font une boîte, et le mariage prend plutôt bien. Bah, typiquement, ce genre de choses est possible, parce que dans The Family, il y a suffisamment de monde qui circule pour qu'on passe d'une opportunité à l'autre. Et les mecs, ça faisait 1 an et demi qu'ils faisaient une boîte et ils l'ont lâché du jour au lendemain. Et ça, c'est le bon mindset. Et je vois trop de gens, par exemple, il y a quelques années, j'ai essayé de convaincre un type d'arrêter sa boîte pour rejoindre Blablacar. Et le mec rêvait de créer Blablacar. Et je lui ai dit, mais arrête de vouloir créer Blablacar et va bosser chez Blablacar. Ils sont tout petits, ils vont t'embaucher, ils veulent bien t'embaucher. Et le mec ne l'a pas fait. Et bien, je peux vous dire qu'il le regrette. Parce que quand Blablacar lève à 1,2 milliard de valo, c'est la plus grosse connerie de votre vie. Et ça, typiquement, vous mettez le curseur sur « je veux absolument faire une boîte, quel que soit le projet ». Et les deux ne demandent pas les mêmes types d'optimisation. Alors, pourquoi j'insiste tellement sur l'état d'esprit concernant le cofondateur?
C'est parce que je pense que l'état d'esprit dans lequel vous installez votre boîte aura un impact dans l'ensemble de votre vie. C'est un peu l'inné. Au début, je disais, il y a de l'inné et il y a de l'acquis. Dites-vous que l'acquis, c'est les employés, mais l'acquis n'ira jamais contre l'inné. Vous ne pourrez jamais intégrer des talents si l'inné n'est pas aligné avec vos besoins. Et vous devez réfléchir profondément à est-ce que je suis la bonne personne pour faire cette boîte? Quelle est la question que tout le monde se pose pour répondre à la question est-ce que je suis la bonne personne pour faire cette boîte? Il y a une seule chose qui compte, c'est est-ce que je suis suffisamment drivé pour la faire? En fait, prenons un exemple. Vous rêvez de lancer une boîte dans la mode et vous êtes moche et mal habillé. Est-ce que vous êtes la bonne personne pour lancer une boîte dans la mode? Qui pense que oui ou non? En fait, c'est une question piège. La question, est-ce que je suis la bonne personne en étant moche et mal habillé, se pose, est-ce que je suis prêt à m'arranger et mieux m'habiller parce que maintenant je suis fasciné par la mode et j'ai découvert la mode. Aucun des manquements que vous pouvez avoir personnels sont des choses qui ne se comblent pas. Aucun. Le problème, c'est est-ce que vous êtes prêt à les combler ou pas, et est-ce que vous êtes prêt à prendre le temps pour les combler. Par exemple, j'ai eu la discussion la plus interstellaire de ma vie cette semaine. Je ne savais pas que des gens faisaient encore ça. Bonjour, on est étudiant en école de commerce. On a décidé de lancer un jeu vidéo. On est trois cofondateurs. Alors, qui c'est qui programme? Personne. OK. Et c'est qui design le jeu vidéo? Personne. OK. Mais vous allez faire quoi? On va superviser les gens. On a trouvé un étudiant à 42 et un designer au Gobelin et ils vont faire le jeu. J'étais là, mais c'est une caméra cachée. Il y a encore des gens qui font ça. Et ils me disent, oui, puis de toute façon, on peut les payer parce qu'on a levé 300 000 €. Et je me suis dit, putain. Et il y a encore des mecs qui vont perdre leur argent. Et en fait, typiquement, ces gens-là, leur problème, c'est qu'ils ne sont pas les bonnes personnes, non pas parce qu'ils ne sont pas designers de jeux, mais parce que s'ils étaient les bonnes personnes, ils auraient été obsédés par apprendre à fabriquer des jeux et ils auraient appris à fabriquer des jeux en 3 mois. Et ils auraient fait quelque chose qui paraissait impossible et qui serait devenu possible parce qu'ils auraient été drivés. Et que la seule chose qui compte, c'est est-ce que vous êtes prêt à faire tout ce que ça coûte de réaliser votre boîte. Et toutes les excuses que vous vous racontez devraient être des alertes pour « je ne suis pas en train de faire la bonne boîte ». Par exemple, l'un des plus grands obstacles pour faire une boîte qui coûte cher, c'est souvent l'argent en seed. Mais la plupart du temps, l'argent en seed est un problème, soit parce que vous n'avez pas le bon réseau, soit parce que vous n'êtes pas assez motivé pour arracher de l'argent chez les gens. Donc, vous n'êtes peut-être pas la bonne personne, etc., etc. C'est-à-dire que la question de la bonne personne est une question beaucoup plus intéressante à se poser que la question de y a-t-il un marché ou est-ce une bonne idée? Or, qu'est-ce que les gens viennent nous demander? Les gens viennent toujours nous demander est-ce que quelque chose est une bonne idée ou pas? C'est comme demander est-ce que si je te fais le meilleur gâteau au chocolat du monde, tu le mangeras? Ben oui, bien sûr que je vais le manger. Par contre, si ton gâteau au chocolat est dégueulasse et que c'est un parpaing et qu'on peut hésiter entre faire un gâteau au chocolat ou en faire une brique dans un immeuble, ben c'est peu probable que je le mange, ton gâteau. Et en fait, c'est encore une fois un problème de drive. Comment on fait un bon gâteau au chocolat? Il faut en faire des milliers, jusqu'à avoir un tour de main tellement parfait que ça devient un bon gâteau. Et la seule façon de faire ça, c'est de se lever tôt le matin et travailler dur, et se coucher tard le soir et travailler dur. Et c'est comme ça qu'on devient la bonne personne. On n'est jamais la bonne personne sui generis. On n'est jamais par création artificielle la bonne personne. On devient la bonne personne. Mais par contre, il y a des gens qui font des choses parce que c'est un business. Par exemple, récemment, alors eux, c'est génial parce que j'étais très content. Ils sont venus avec une idée, et ils avaient levé des fonds, et ils sont partis du rendez-vous, ils ont rendu les fonds, et ils ont décidé de faire autre chose. Et alors, je vous explique l'histoire, elle est très simple. Bonjour, on a travaillé 15 ans en agence, on est très connus, très célèbres, et je ne vais pas dire leur nom. Tout le monde nous connaît dans ce milieu, et on a eu une idée géniale. On va créer l'App Store de l'éducation. Ah ouais, vous avez créé l'App Store de l'éducation. Ok, et alors pourquoi?
Vous étiez mauvais à l'école? Non, non, on était très bon à l'école. Vous avez eu besoin de cours particuliers? Non, on n'a jamais pris de cours particulier. Vous avez des enfants qui souffrent de difficultés? Non, non, on n'a pas d'enfants qui souffrent. Mais bordel, pourquoi vous voulez faire cette boîte? Eh bien alors regarde, on a vu l'étude Xirfi sur l'éducation, et c'est plus 20% par an de chiffre d'affaires sur les apps éducatifs sur les 5 dernières années. Et alors, j'aurais juste raconté une histoire, j'aurais dit, vous trouvez ça fun de faire des apps éducatives? Ah non, putain, qu'est-ce que c'est chiant. Et sinon, le programme de lycée, vous trouvez ça intéressant? Ah non, c'est insupportable. Ça va les gars, vous voyez où je veux en venir ou pas? Et 40 minutes plus tard de conversation, les types avaient abandonné leur boîte. Et je pense que je leur ai rendu service, mais ils ont rendu l'argent proprement. Ils ont dit finalement, effectivement, ça va peut-être être un peu compliqué. Mais la question qu'ils se sont posées, c'est pas est-ce qu'on a les compétences ou pas. Après tout, ils pouvaient ne rien connaître à l'éducation et rattraper le niveau en 1 an. Vous savez, c'est très facile de devenir expert dans un domaine. Il suffit de travailler 10 000 heures. Je ne sais pas si c'est une connerie ou pas, ces histoires de 10 000 heures, mais je trouve que c'est une bonne métaphore. Vous pouvez devenir un expert mondial dans un sujet en moins de 10 000 heures. C'est pas grand-chose, 10 000 heures. Je veux dire, en moins de 10 ans, c'est-à-dire que là, n'importe qui dans cette pièce peut choisir n'importe quel sujet et dans 10 ans, être l'un des experts mondiaux dans le sujet. C'est quoi 10 ans? C'est vraiment rien du tout, 10 ans. Mais le sujet, c'est est-ce que vraiment vous avez envie d'être expert dans l'idée de votre boîte? Et il est là le problème. Le problème, c'est que les gens ne choisissent pas une idée de boîte parce qu'ils ont envie de la faire. Ils choisissent une idée de boîte parce qu'elle est bonne. Et d'ailleurs, la preuve, ils en parlent avec les gens pour demander si c'est une bonne idée ou pas. Les gens qui sont drivés ne posent jamais cette question. Et notamment, je connais très peu de gens sincères dans le fait de gagner de l'argent. Très, très peu. Et je peux te dire un truc d'expérience. C'est très, très, très dur d'être drivé par l'argent. Parce que l'argent, t'en as vite quand t'aimes ça. Et très vite, tu te rends compte qu'en fait, ça sert à rien. Et alors, les gens, par exemple, l'un des meilleurs entrepreneurs drivés par l'argent en France, c'est Xavier Niel. Il est hyper à l'aise avec ça. C'est ce que j'adore chez ce mec. Il est venu à dîner chez nous, on lui a dit « Pourquoi tu as fait des télécoms ?» Il a dit « Parce que j'ai toujours eu envie de gagner de l'argent, j'ai toujours eu envie d'être riche, et que c'était la façon la plus simple pour moi d'être encore plus riche. » Et alors pourquoi tu fais tout le reste? Parce que j'ai envie de gagner plus d'argent. Et c'est un mec réellement drivé par l'argent, et il est très efficace pour ça. Mais le problème, c'est que c'est très rare. Et c'est aussi rare d'être drivé par l'argent que d'être drivé par les jeux vidéo, que drivé par l'éducation, ou drivé par changer le monde. Le problème, c'est que la plupart du temps, l'entrepreneuriat vient combler un vide qui est « je ne sais pas par quoi je suis drivé ». Et vous ne pouvez malheureusement pas être entrepreneur tant que vous n'avez pas répondu à cette question. C'est que la meilleure façon de résoudre ce problème, c'est d'abord d'avoir son drive, qui peut être l'argent, et qui ensuite devient un point d'optimisation extrêmement simple. Et pour être un expert en faisant de l'argent, c'est dur en fait. Ça demande beaucoup de concentration, ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup de commitment, et ça demande quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. Il faut être cheap. Parce que pour gagner de l'argent, il faut avoir de l'argent. Et pour avoir de l'argent, il faut économiser de l'argent. Et c'est ce cercle-là qui est très dur avec l'argent. Et d'ailleurs, il y a qu'en France où les gens ont honte d'être drivés par l'argent. Aux États-Unis, c'est quelque chose de beaucoup plus courant. Mais même aux États-Unis, les gens n'y arrivent pas. C'est très dur d'être Donald Trump. Très, très dur. Il faut être sacrément concentré pour être Donald Trump. Et pendant très longtemps. Parce qu'une fois, en plus, vous savez, récemment, il y a ce type qui a vendu Minecraft, qui a fait part. Qui a vu ça? Donc, Minecraft, c'est un jeu vidéo qui a été racheté par Microsoft pour quelques milliards. Combien? 1 milliard? Ouais. 1 milliard de. Bon, peu importe. Beaucoup trop d'argent de toute évidence. Et le mec a posté une série de tweets sur son désespoir et sa solitude. Et alors évidemment, personne n'a envie de s'occuper du désespoir et de la solitude d'un milliardaire. Hein. Ça doit être terrible d'être milliardaire pour ça, parce que vous ne pouvez pas vous plaindre, vous ne pouvez pas dire à qui que ce soit « je souffre ». Et pourtant, c'est quelque chose qui existe, qui est réel, qui fait souffrir, et c'est un problème en fait. Donc le sujet, c'est que l'argent ne résout pas tous les problèmes, et que les gens qui étaient drivés par l'argent peuvent finir par être complètement désespérés et pas savoir quoi faire, quoi. Donc, si vous avez la bonne équipe qui est alignée avec le bon marché, va se poser une question extrêmement simple, qui est quel est le bon état d'esprit en termes d'exécution.
Dans la vidéo, quelle est la différence entre un entrepreneur, un homme d'affaires ou un manager? Ce que j'ai essayé de faire dans cette vidéo, c'était pas tant de caractériser le monde que de vous montrer que le boulot d'entrepreneur était tellement spécifique que personne ne vous en avait jamais parlé. Or, la question très légitime que vous pouvez vous poser, c'est qu'est-ce que c'est le boulot d'un entrepreneur? D'ailleurs, pour ceux qui ont déjà démarré, comme Serge par exemple, pour ceux qui ont déjà démarré, la question que vous pouvez vous poser, c'est comment mon entourage va comprendre ce que je fais. Si vous voulez la preuve que le boulot d'entrepreneur est le boulot le plus flou du monde, il suffit de voir comment votre entourage comprend ce que vous faites. En général, c'est une cata. Et c'est une cata assez compréhensible, parce que c'est très, très compliqué d'expliquer ce qu'est l'acte entrepreneurial. Et notamment, c'est compliqué de l'expliquer parce que la plupart du temps, vous n'avez pas une vision claire de ce qu'est le boulot d'un fondateur. Si on regarde la caricature dit un fondateur, c'est quelqu'un qui s'occupe de la stratégie et de la vision. Moi, j'adore quand les gens me disent ça. Ça, c'est une de mes conversations préférées avec les fondateurs. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, moi, je m'occupe de la stratégie et de la vision, et puis machin, il exécute. Et machin, il ne veut pas te virer? C'est quoi ton truc? C'est tu vas au golf toute la journée, pendant que l'autre, il travaille, et de temps en temps, tu amènes une idée, et tu espères que le type ne va pas te passer par la fenêtre? Enfin, c'est quoi cette histoire? Et en fait, tous les gens qui répondent « c'est la stratégie et la vision », sont des gens en fait, dont la boîte ne fonctionne pas vraiment, qui ne sont pas vraiment. En fait, le boulot d'entrepreneur, c'est le boulot de bouche-trou. C'est aussi simple que ça. Vous voulez une image à un entrepreneur, je peux vous la faire en version chimique. L'entrepreneur, c'est l'hydrogène de la table périodique des éléments. Vous connaissez la caractéristique de l'hydrogène en chimie? C'est que l'hydrogène vient toujours s'attacher dès qu'il y a une opportunité. Dès qu'il y a un espace vide, bam, l'hydrogène se colle. Et ben, l'entrepreneur, c'est la même chose, c'est le bouche-trou. C'est que l'entrepreneur, c'est le mec à qui on va demander ce que personne dans l'équipe n'a envie ou ne sait faire. Incluant le ménage, des fois. Qui nettoie dans une boîte le temps qu'on puisse se payer une femme de ménage? Vous croyez que c'est votre premier ingénieur? Non, c'est le fondateur. Vous croyez que c'est le stagiaire? Il faut avoir une sacrée expérience managériale pour amener les stagiaires à faire le ménage. Ça demande beaucoup de talent. Il faut avoir fait plusieurs boîtes, il faut avoir une expérience de malade. Les mecs qui se collent, moi je me souviens parce que quand j'ai créé ma première boîte, c'est moi qui nettoyais les chiottes et ça m'a beaucoup fait réfléchir sur ma situation. Et parce qu'effectivement, quand vous réfléchissez, on n'avait pas de femme de ménage à l'époque, effectivement, quand vous êtes dans une boîte de 10 mecs, il n'y a personne qui lave les chiottes. Donc c'est le fondateur qui s'y colle. Et ça, c'est pas facile à admettre, c'est pas facile à comprendre, parce qu'en fait, le fondateur, il a un problème. Il a un problème simple, c'est que c'est le mec qui doit séduire et vendre à tout le monde. Par exemple, il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent « J'ai décidé d'être entrepreneur, j'en avais marre d'avoir un patron. » Et là, moi, ces gens-là, je me dis toujours « Oh, mon pauvre ». Alors là, tu n'as juste pas compris où tu passes. Avoir un manager, c'est simple. C'est une relation très simple. Toi, employé, tu dois reporter et faire en sorte que machin soit content. C'est facile. Après, les gens sont plus ou moins cohérents, plus ou moins faciles, c'est plus ou moins dur d'optimiser pour que les gens soient contents, mais c'est une relation simple. Un fondateur, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit reporter à son entourage. Première source de trouble. Il doit reporter à ses investisseurs. Deuxième cercle de trouble. En plus, ce que ses investisseurs lui demandent de faire, c'est peut-être pas la même chose que ce que ses employés lui demandent de faire. Et un entrepreneur, il reporte à ses employés. Vous croyez vraiment que qui que ce soit qui rejoint une start-up pour travailler dans une start-up a peur de perdre son boulot dans la start-up? Non. Les gens qui rejoignent des start-up, en général, ont le pire profil psychologique sur Terre. C'est des gens qui sont prêts à prendre assez de risques pour rejoindre une start-up, mais pas assez pour créer la leur. Résultat, c'est des gens qui n'ont rien à perdre. Mais rien à perdre. Parce que des start-up, il y en a plein, des employés, il y en a peu. Et en fait, vous croyez avoir le rapport de force. Moi, je le vois tout le temps. C'est toujours terrible, les premières embauches. Ces types viennent en office hour et vous disent « Ouais, je comprends pas, il ne fait rien de ce que je lui dis, il discute tout ce que je veux, il n'arrive pas à comprendre qui est le leader. » Bah oui, mais mon pauvre vieux, c'est comme avec les enfants.
Ça ne s'invente pas en fait d'avoir de l'autorité. Il faut l'exprimer cette autorité. Et l'autorité, elle vient d'où? Elle vient de la légitimité. Et dans la fondation, comment on a de la légitimité? En étant le meilleur exécutant de la boîte. Point. Point. Il n'y a rien d'autre. Le boulot de fondateur, c'est d'être capable d'exécuter tout ce qu'il y a besoin d'exécuter au moment où il faut le faire. Et en fait, c'est tout simplement une courbe de plus en plus inconfortable. Puisque au début, c'est assez facile parce qu'on vous dit démarrez sur vos points forts. Vous êtes designer, vous allez faire le design. Vous êtes technicien, vous allez faire la technique. Mais très rapidement, si ça marche, vous allez embaucher des mecs bien meilleurs que vous à ça. Et vous allez devoir passer au prochain sujet. Et le prochain sujet, il va falloir l'apprendre de zéro. Pour être fondateur, il faut avoir un goût de l'apprentissage permanent et de la flexibilité permanente. Au sens où il faut que vous vous mettiez en tête, et ça c'est à vous le mettre le plus tôt possible, que vous devez être prêt à faire n'importe quoi à partir du moment que ce soit la bonne chose pour la croissance et la survie de votre boîte. Et le problème, c'est qu'au début, vous vivez dans une fiction où vous avez envie de faire tout ce qui est sympa. Alors prenons la liste des 10 premières choses qu'un entrepreneur fait. En général, la première chose qu'un entrepreneur fait, c'est qu'il imagine son idée. Ça, c'est hyper agréable. C'est ce que j'appelle l'effet Minority Report. C'est vous fermez les yeux et vous voyez une interface où le mec fait fouch, et là, les trucs, ils apparaissent. Et puis vous passez les écrans, et puis tout est possible, et il y a des centaines de features, et le monde circule dans votre histoire, et tout le monde est d'accord avec vous. C'est la première tâche. Deuxième tâche, communiquer cette idée et convaincre les gens, et vous rassurer que les gens sont bons. Alors, il y a la version sociale de ça, il y a la version entrepreneur privilégié. Il a des advisors. Il va faire le tour des types. Donc, il va aller casser les pieds de Simoncini, de Niel, de je sais pas quoi. Il va leur dire, alors, tu penses que c'est une bonne idée? Le mec, il a 5 minutes de temps de disponibilité d'esprit. Oui, oui, c'est une bonne idée. Tu veux bien être mon advisor? Ouais, ouais, si ça te fait plaisir, je suis ton advisor. Dégage de mon bureau. Et après, le mec revient et dit, alors, dans mon advisory board, on a fait une réunion stratégique il y a 4 semaines et on a décidé qu'il fallait lever des fonds. Alors, troisième tâche préférée de ces gens-là, c'est lever des fonds. C'est des mecs qui sont toujours en levée de fonds. Ils pitchent tout le monde. Et alors, il y a un truc qu'on leur a pas dit, c'est qu'à aucun de ces mecs, on leur a expliqué la structure du financement. À aucun de ces mecs, on leur a expliqué que le jour où ils ont levé des fonds, le tic-tac commence. Et le tic-tac, il fait mal. Pourquoi? Parce que tout le monde veut te donner de l'argent en seed. Tout le monde. L'argent en seed, les premiers 300 000 ou 400 000, même un singe de nos jours l'élève. Vraiment. Il faut vraiment être à l'ouest et vraiment avoir rien compris à ce qu'on fait pour ne pas trouver 300 000 euros. Par contre, pour bien les trouver, les 300 000 euros, là, ça devient plus compliqué. Parce que si vous avez une bonne opinion de vous-même et que vous voulez de l'argent qui a un sens, qui est aligné, etc., d'un seul coup, c'est beaucoup plus compliqué. Et alors, encore plus compliqué, c'est de comprendre qu'avec ces 300 000 euros, ou 400 000 ou 500 000 euros, va falloir construire une boîte qui est capable d'enlever 1 ou 2 ou 3 millions. Et c'est là où les problèmes commencent. Et c'est là où les problèmes commencent parce que par contre, des gens, pour vous donner 1, 2 ou 3 millions, il n'y en a plus. Mais alors, quand je dis il n'y en a plus, c'est… Là, par exemple, j'ai une boîte chez nous qui a levé 2 millions au premier round. Je ne la citerai pas. Ça fait 2 ans qu'ils glandent parce qu'ils ont de l'argent. C'était des mecs incroyables avant qu'ils aient de l'argent. Depuis qu'ils ont de l'argent, ils glandent. Mais là, ils n'ont plus d'argent dans 6 mois, donc ils commencent à avoir à nouveau les chocottes. Et j'ai simplement voulu leur expliquer leur situation en leur montrant. J'ai écrit 22 noms sur une feuille. Et je leur ai prouvé que c'était les 22 personnes dans le monde qui pouvaient leur faire un chèque. Il n'y en a pas 23. C'est-à-dire qu'en seed, il y a peut-être 5000 personnes qui peuvent vous faire un chèque. En série A, il y en a 23. Et quand vous comprenez l'entonnoir, vous comprenez à quel point, en fait, lever des fonds, ce n'est pas du travail. C'est juste au début la chose la plus facile du monde à faire, puis la chose la plus difficile à faire. Pourquoi? Parce qu'au début, vous pouvez apprendre à lever des fonds. Vous pouvez apprendre à faire des decks, à pitcher, à mieux présenter votre idée, etc. Et c'est important, il faut le faire. On a fait coup d'état financement. Je n'ai pas de problème avec ça. Bien sûr qu'il faut le faire. Bien sûr que si vous avez besoin de 500 000 en seed, il faut aller le lever. Mais le problème, c'est que vous devez vous répéter dans votre tête que ceci n'est pas du travail. Parce que le travail, c'est quelque chose qui a de l'impact. Et lever des fonds, ça n'a pas d'impact.
Ça peut être nécessaire, mais ça n'a pas d'impact. Ce qui a de l'impact, c'est le produit et les clients, rien d'autre. Et la vérité, c'est qu'au début, pour un entrepreneur, sa journée se résume à deux choses, fabriquer le produit et le vendre, et rien d'autre. Si vous voulez un test simple, vous écrivez sur une feuille produit et client, et à chaque fois que vous faites quelque chose dans la journée, vous vous demandez si ça apporte quelque chose à l'un ou à l'autre. Si ça n'apporte pas l'un ou à l'autre, vous le mettez sur une autre feuille, et cette feuille, vous l'appelez trash. Et vous ne le faites pas. Et si vous voulez ce genre de discipline, vous allez comprendre que petit à petit, si vous réussissez et que vous passez par toutes les étapes, eh ben, produit et client ne sont plus fondamentalement votre responsabilité. Et votre responsabilité de fondateur, c'est de construire une boîte. Parce que maintenant, vous avez un product market fit, maintenant, vous êtes en croissance, et maintenant, votre responsabilité, c'est de construire la plus belle boîte du monde. Et c'est en général là que le boulot devient très chiant et beaucoup de gens n'aiment plus. Mais c'est le boulot d'entrepreneur qui commence vraiment. Et le problème, c'est que pour construire une boîte, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, il faut faire le bouche-trou. Il faut être le directeur financier en attendant qu'un directeur financier ait embauché. Il faut être le comptable en attendant que le comptable comprenne. Il faut être l'avocat parce que l'avocat n'a rien compris à ce que vous faites. Il faut être le commercial parce qu'il n'y a pas de commercial disponible. Il faut être le responsable de la garderie parce que la crèche d'entreprise n'est pas encore ouverte. Et vous allez toujours être la dernière personne à laquelle tout le monde va se référer pour régler les problèmes parce que vous serez la seule personne légitime. Et c'est le gros problème de la fondation, c'est que la légitimité, ça coûte cher. La légitimité, c'est compliqué. La légitimité, c'est la chose qui est la plus dure à entretenir. Et au début, la seule façon d'entretenir la légitimité, c'est de travailler. D'ailleurs, il y a une leçon historique qui le prouve. Si vous regardez à travers l'histoire de l'humanité, les entrepreneurs de l'époque, c'était quoi? C'était les chefs de guerre. C'est quoi un entrepreneur au XVIIIe? C'est Napoléon. C'est une histoire de start-up, Napoléon. C'est je démarre dans une tente avec 5 mecs en bouffant des saucisses et je suis empereur 5 ans plus tard. Ce genre d'histoire exponentielle, c'est être entrepreneur. Et comment on fait pour être un Napoléon? Quand on va à la bataille de l'Iéna, on est en première ligne sur le pont. Et quand après il y a des gens blessés, on est dans la caserne avec les blessés. Et on est dans la boue, dans le sang et dans la sueur. Et quand on dit aux gens il faut charger, personne ne se dit le mec est en train de me dire un truc qu'il ne ferait pas lui-même. Parce que vous êtes à côté d'eux et que vous chargez. Et en fait, cette leçon qui est la leçon de César, qui est la leçon d'Alexandre le Grand, qui est la leçon d'à peu près tous les chefs de guerre de l'histoire qui ont fait quelque chose qu'ils n'auraient pas dû réussir à faire et qui semblait impossible, est la même histoire avec les entrepreneurs. Un entrepreneur, c'est celui qui arrive le premier au bureau et qui part en dernier. Alors, c'est une métaphore. Vous pouvez commencer à travailler sans être là et vous pouvez travailler de chez vous si vous avez des enfants. Parce qu'après, j'ai reçu des emails de plainte. Mais oui, mais moi, j'ai des enfants. Comment je fais? Ceci est une métaphore. Ce qui compte, c'est que les gens autour de vous aient l'impression que, quelles que soient vos contraintes personnelles, vous mettrez toujours l'entreprise avant eux. Et d'ailleurs, vous savez, vraiment, la pire position dans une boîte, c'est d'être fondateur. C'est aussi le plus grand kiff parce qu'il y a énormément d'avantages, mais financièrement, il n'y a rien de plus affreux. Vous voulez un exemple? J'en parlais récemment avec un type qui a la chance de rentrer en bourse. Et alors je lui dis, c'est sympa, tu vas IPO dans 6 mois, tu dois être content. Il dit, ouais, je suis content, ouais. Je dis, oh, il y a un problème. Il dit, non, mais tu vois, les investisseurs ont accepté que tous les employés vendent leurs actions le jour de l'intro en bourse. Et le seul mec qui n'a pas le droit de vendre une action pendant 1 an, c'est moi. Et c'est moi qui ai construit cette boîte, et c'est moi qui ai tout fait. Et le putain de connard de stagiaire là, qui est là depuis 6 mois, il va être plus riche que moi. Et effectivement, je comprends qu'il y a des moments où vous pétez un câble, et c'est émotionnel. Et 2 semaines après, le mec était calmé. Et 2 semaines après, il a dit, non mais c'est logique, je comprends, etc. Mais j'ai trouvé ça très drôle parce que ça pointait quelque chose de très profond. C'est que le contrat, quand vous créez une boîte, on ne vous fait pas signer un contrat. Il n'y a pas de petite clause où on vous explique à tous les moments toutes les emmerdes que vous aurez. Et on ne vous explique pas que de toute façon, vous serez le seul mec à légitimer l'aventure et que c'est pour ça qu'on vous laissera la gloire. C'est pour ça qu'on vous laissera les dîners sympas. C'est pour ça qu'on vous laissera tous les avantages qui est dans ce groupe. Mais parce qu'à un moment, tous les autres se sont mis dans le bateau arrière et que c'est eux qui profitent économiquement et financièrement. Donc, c'est pas
vous savez, ça peut être un peu compliqué d'être ce type de fondateur. Et je ne vous parle même pas de l'impact que ça a quand vous réussissez sur votre vie privée, etc. C'est encore un autre sujet. Y a un proverbe d'Oscar Wilde qui dit on doit son premier compagnon à l'amour, le second au succès. Ça résume assez bien tout ce qui peut se passer dans une vie quand vous passez votre vie à travailler, en fait. Et parce que, encore une fois, être fondateur, c'est choisir l'absence de distance entre votre vie privée et votre vie professionnelle. Et c'est pour ça que tout à l'heure, tu parlais de noblesse des causes. Mais en fait, moi, je ne parle pas de noblesse des causes, je parle de prix des causes. Et une de mes questions favorites envers les entrepreneurs, c'est est-ce que tu es prêt à payer pour ça? Est-ce que tu es vraiment conscient? Assis-toi 5 minutes, imagine que tout ce que tu viens de me raconter se réalise. Est-ce que tu es content du prix qu'il faut payer pour que ça se réalise? Et d'un seul coup, les mecs qui font des réseaux sociaux pour chiens, dans 99% des cas, ils n'ont plus envie de le faire. Je ne sais pas pourquoi je tape autant sur les réseaux sociaux de chiens. Je suis sûr qu'en plus, un jour, il y en a un qui va. Avec la chance que j'ai, le prochain Zuckerberg, il fera un réseau social pour chiens et il viendra m'emmerder en disant « Ah, t'avais dit que… » Merci beaucoup.